Mon fils Daniel a disparu sans laisser de traces il y a 2 ans lors d'une escapade hivernale, et j'ai absolument tout perdu en cherchant des réponses. J'ai quitté ma carrière, vendu ma maison et me suis isolé dans une cabane de montagne glaciale, attendant un fantôme. Puis hier, le rugissement d'un moteur a brisé le silence de mort des bois. Ma sœur, avec qui j'étais fâché, est arrivée dans une Lamborghini Urus jaune vif, fendant le blizzard comme une enseigne au néon. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas proposé de câlin ni demandé comment je survivais. Au lieu de cela, elle est entrée, a jeté un dossier taché de sang sur ma table en bois et a murmuré « Signe tout de suite tes droits d'héritage sur la maison de grand-mère, et je te dirai exactement ce qui est arrivé à ton garçon. » Je m'appelle Nia et j'ai 34 ans. Si vous regardez ceci depuis un endroit où la loyauté familiale n'est qu'un mythe et où la trahison coule dans vos veines, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner, car vous allez vouloir entendre comment j'ai détruit les gens qui pensaient pouvoir utiliser mon enfant disparu comme moyen de pression. Le vent hurlait à l'extérieur de ma cabane isolée, faisant trembler les fines vitres des fenêtres. J'avais passé 730 jours dans cet endroit désolé. Pendant 2 ans, j'ai vécu en pantalon de jogging et en pull trop grand, buvant du café noir et fixant des cartes épinglées sur mes murs. Puis la porte s'est ouverte, apportant une rafale de vent glacial, et ma sœur cadette, Vanessa, est apparue. Elle se tenait là, frissonnante dans un manteau de créateur sur mesure qui coûtait facilement plus cher que ma première voiture. Elle semblait totalement déplacée, une mondaine immaculée se tenant sur fond de nature sauvage et enneigée. Elle n'a pas demandé si j'avais mangé. Elle a juste jeté ce dossier manille épais sur le bois brut de ma table de salle à manger. Les taches rouges foncées et séchées sur le coin du papier m'ont donné la nausée, mais j'ai forcé mon visage à rester absolument neutre. Je m'étais entraîné à ne pas réagir. Signe les papiers, Nia, a exigé Vanessa. Sa voix dégoulinait de ce même ton suffisant et impatient qu'elle utilisait depuis que nous étions petites filles. Signe tes droits sur le domaine de grand-mère Evelyne tout de suite. Fais-le, et je te dirai où est Daniel. Je l'ai juste fixé. Pendant 2 ans, j'avais à peine dormi une nuit entière. J'avais passé au crible chaque rapport de police, chaque image granuleuse de caméra de sécurité et chaque impasse à la recherche de mon fils de 10 ans. Et voici ma propre chair et mon propre sang, ma sœur, exigeant un bien immobilier de premier choix en échange de la vie de mon enfant. Tu as conduit jusqu'en haut de cette montagne dans un blizzard déchaîné juste pour une signature, ai-je demandé, en gardant ma voix dangereusement basse et régulière. Vanessa a croisé les bras, levant les yeux au ciel comme si j'étais une enfant refusant de manger ses légumes. Oh, arrête ton jeu, Nia. Maman en a assez, et j'en ai assez. Tu étais une brillante enquêtrice judiciaire pour le FBI. Tu étais la fierté de la famille, la fille en or intouchable qui suivait des millions de dollars pour le gouvernement. Regarde-toi maintenant. Tu as passé 2 ans à te cacher dans cette cabane délabrée comme une folle, et tu n'as toujours pas pu retrouver ton propre fils. C'est pathétique. Je n'ai pas bronché. Ces mots étaient conçus pour blesser profondément, pour exploiter la blessure béante de ma culpabilité, mais j'ai refusé de lui donner la satisfaction d'une larme. Signe juste le document, a lancé Vanessa, tapotant un ongle parfaitement manucuré contre le dossier ensanglanté. Tu connais les conditions. Le fonds fiduciaire de grand-mère n'est transféré à moi et Preston que si le garçon est officiellement hors du tableau. Nous avons besoin de cet argent maintenant. Preston conclut une énorme affaire de fonds spéculatifs en ville, et ton refus obstiné de déclarer Daniel légalement mort bloque notre capital. Mon mari n'aime pas attendre, Nia, et moi non plus. J'ai regardé son visage furieux puis le dossier. Le sang dessus était censé me terrifier. C'était un accessoire théâtral destiné à briser la mère en deuil qui vivait au bord de la folie. Mais Vanessa a oublié un détail crucial. Elle a oublié exactement ce qui me rendait si redoutable dans mon travail au bureau. Je ne regarde pas les menaces évidentes. Je regarde les anomalies, les choses qui ne sont pas à leur place. Alors qu'elle tapait sa botte en cuir coûteuse contre mes lattes de plancher, attendant que je m'effondre en sanglots, mes yeux se sont baissés. La neige à l'extérieur de ma cabane était d'un blanc immaculé et gelé. C'était de la poudre sèche, mais incrustée autour de l'ourlet du pantalon de créateur de Vanessa, et coincée profondément dans la semelle de ses bottes de haute couture, se trouvait une argile rouge épaisse et distincte. Mon esprit a commencé à travailler à une vitesse fulgurante. Cette composition de sol spécifique n'existait nulle part près de cette chaîne de montagnes. La terre ici était brun foncé et rocailleuse.
Mais je savais exactement où cette argile rouge existait. C'était le type exact de sol que l'on trouve dans les banlieues huppées et très boisées du Maryland, juste près des vastes domaines privés où son mari riche et arrogant, Preston, aimait mener ses réunions d'affaires officieuses. Vanessa se tenait dans mon salon, agissant comme si elle tenait toutes les cartes. Elle pensait qu'elle m'avait acculé dans un coin, complètement brisé et désespéré. Elle pensait qu'elle agitait le sort de mon fils au-dessus de ma tête pour voler un héritage de 50 millions de dollars pour le fonds spéculatif en difficulté de son mari. Elle n'avait absolument aucune idée que je ne m'étais pas caché sur cette montagne pour faire mon deuil. J'étais assise ici en attendant qu'il fasse une erreur. J'avais passé les 2 dernières années à tendre un piège énorme et invisible, et elle venait de conduire une Lamborghini jaune vive directement au centre de celui-ci. J'ai tendu la main sur la table et j'ai lentement pris le stylo. Vanessa s'est penchée en avant, une lueur avide et triomphante dansant dans ses yeux. Je ne lui ai plus posé de questions sur le sang. Je ne l'ai pas supplié de me dire si Daniel avait chaud ou s'il avait peur. Je lui ai juste offert un sourire lent et froid, j'ai pressé la pointe du stylo sur le papier et j'ai signé mon nom sur la ligne pointillée. Dès que l'encre a quitté le stylo, Vanessa a arraché le document de la table. Elle l'a tenu sous la faible lumière de la cabane, ses yeux scannant ma signature pour s'assurer que je ne l'avais pas falsifiée. Un sourire triomphant s'est étalé sur son visage parfaitement maquillé. Avant qu'elle ne puisse se réjouir, une sonnerie aiguë et perçante a brisé la tension dans la pièce. Elle provenait de la poche de son manteau de créateur. Vanessa a sorti son téléphone. L'écran a illuminé la pièce sombre, affichant un nom que je n'avais pas vu sur mon propre identifiant d'appelant depuis près d'1 an, maman. Vanessa n'a pas seulement répondu. Elle a appuyé sur l'icône du haut-parleur et a tendu le téléphone vers moi, transformant ma propre mère en arme. Est-ce que c'est fait ? A lancé la voix de ma mère à travers le haut-parleur. Il n'y a pas eu de bonjour. Il n'y a pas eu de question sur la façon dont sa fille aînée survivait seule à l'hiver brutal. Oui, maman, a dit Vanessa, sa voix dégoulinante d'une douceur artificielle. Elle a enfin signé. Dieu soit loué. Ma mère a soupiré lourdement, le son crépitant à travers le téléphone. Nia, si tu écoutes ceci, tu dois comprendre que tu as assez déshonoré cette famille. Tu as agi comme une folle pendant 2 ans, en t'enfuyant dans les bois et en refusant d'accepter la réalité. Tu dois arrêter ce comportement embarrassant. Signe les papiers et laisse Preston fusionner l'entreprise en paix. Cet homme a tout fait pour toi. Il a déjà dépensé des millions de ses propres dollars pour louer des hélicoptères privés afin de chercher ton fils dans les montagnes. Que veux-tu de plus de notre part ? Tu devrais être à genoux pour le remercier au lieu de prendre notre héritage familial en otage. Je suis resté parfaitement immobile, laissant ces mots m'envahir. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié que la soi-disant recherche en hélicoptère de Preston était une cascade médiatique soigneusement mise en scène pour faire paraître son fonds spéculatif charitable. Je ne lui ai pas dit que les hélicoptères avaient passé plus de temps à survoler les caméras des nouvelles locales qu'à réellement fouiller la zone où mon fils a disparu. Argumenter avec maman Evelyne, c'était comme verser de l'essence sur un feu de graisse. Elle vénérait la richesse, et Preston était son ticket gagnant. À ses yeux, je n'étais qu'un produit défectueux qui n'avait pas réussi à obtenir un mari riche. J'ai gardé la tête baissée, jouant exactement le rôle qu'ils attendaient de moi, la mère brisée et vaincue qui avait enfin abandonné le combat. Vanessa a levé les yeux au ciel devant mon silence, a tapé sur l'écran pour mettre fin à l'appel et a zippé son manteau. Profite de la neige, Nia. Peut-être qu'il est temps que tu fasses tes bagages et que tu te fasses admettre dans un établissement. Tu commences à sentir les aiguilles de pin et le désespoir. Elle a tourné les talons et est sortie par la porte d'entrée, le vent glacial fouettant immédiatement ses cheveux sur son visage. Je l'ai suivie sur le porche, serrant mon fin cardigan contre ma poitrine. La tempête s'intensifiait, la neige tourbillonnant férocement autour de la Lamborghini jaune vive garée dans mon allée. Le moteur ronronnait encore, irradiant de la chaleur dans l'air glacial. Vanessa s'est dirigée vers le côté conducteur, frissonnant violemment alors qu'elle tendait la main vers la lourde poignée de porte. Le vent était si fort qu'il masquait le bruit de mes pas alors que je quittais le Porsche et me dirigeais vers le côté passager du véhicule. J'ai besoin de savoir où il est, ai-je appelé, faisant trembler ma voix parfaitement. Tu as promis, Vanessa. Tu as dit que tu me dirais où est Daniel. Vanessa a tiré la porte conducteur et s'est rapidement glissée dans le siège en cuir chauffant. Elle s'est penchée et a poussé la porte passager de quelques centimètres pour qu'elle puisse m'entendre au-dessus du vent hurlant. Oh, Nia.
Elle a ri, un son cruel et strident qui a résonné au-dessus du moteur rugissant. Pensais-tu honnêtement que j'avais une idée de l'endroit où se trouve ton gamin? Il s'est égaré dans les bois il y a 2 ans. Il est parti. Elle a pointé un doigt manucuré vers le dossier posé sur son siège passager. Au fait, le sang sur ce dossier? C'est du maquillage de théâtre. Je l'ai acheté dans un magasin de costumes en ville pour 10 $. Je savais que tu étais trop fragile émotionnellement pour faire la différence. Tu as toujours été si dramatique. Elle a tendu la main pour fermer la porte passager. C'était ma fenêtre de tir. J'ai trébuché en avant, tombant à genoux dans la neige juste à côté de la porte ouverte, faisant semblant de m'effondrer dans un accès de désespoir absolu. Vanessa a ricané de dégoût, détournant le regard pendant exactement 3 secondes pour vérifier son rétroviseur. En ces 3 secondes, ma main a jailli. Je n'ai pas tendu la main vers elle. J'ai atteint directement sous le siège passager, mes doigts effleurant le cadre métallique froid du rail du siège. Caché dans la paume de ma main se trouvait un minuscule dispositif de suivi GPS de qualité militaire, pas plus gros qu'une pièce de monnaie. Je l'ai pressé fermement contre l'acier. Le support magnétique s'est enclenché silencieusement, le fixant profondément hors de vue. J'ai retiré ma main instantanément et me suis laissé tomber en arrière dans la neige, enfouissant mon visage dans mes mains. Va voir un thérapeute, Nia, a ricané Vanessa, claquant la porte passager. Le moteur de la Lamborghini a rugi, projetant un énorme nuage de neige blanche et d'échappement sombre. Je suis resté à genoux dans la poudreuse gelée, regardant les feux arrière rouges et lumineux disparaître sur la route de montagne sinueuse, fendant le blizzard jusqu'à ce qu'il soit complètement avalé par l'obscurité. Dès que la voiture a été hors de vue, mes tremblements ont cessé. J'ai baissé mes mains de mon visage. Mes larmes avaient instantanément disparu, remplacées par une concentration tranchante. Je me suis levé, époussetant la neige de mes genoux, et suis remonté sur les marches du Porsche. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et ai ouvert une application sécurisée. Un petit point rouge clignotait déjà sur la carte numérique, se déplaçant rapidement le long de l'autoroute vers la ville. J'ai regardé droit devant moi dans les bois sombres et vides. Elle pense qu'elle vient de me duper. Elle pense qu'elle est venue ici et a manipulé une mère brisée et en deuil. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'attends cette voiture exacte achetée et payée avec l'argent volé au fonds fiduciaire de mon fils depuis 730 jours. Ils pensaient m'avoir enterré sous le poids de mon propre chagrin. Mais ils ont oublié qu'avant d'être une mère, j'étais la femme que le FBI appelait quand des millions de dollars disparaissaient sans laisser de traces. Je suis les chiffres. Je suis l'argent. Et maintenant, je vais les suivre directement en enfer. La descente de la montagne a pris 3 heures, mais je n'ai pas senti le froid glacial s'infiltrer à travers les planchers de ma vieille berline. J'ai gardé les yeux fixés sur la route sinueuse, mon téléphone brillant sur le siège passager. Le petit point rouge clignotant se déplaçait régulièrement le long de la carte numérique, s'éloignant de la nature sauvage isolée et se dirigeant droit vers le cœur de la richesse extrême. Il s'est finalement arrêté à un endroit que je connaissais trop bien. C'était le vaste domaine de plusieurs millions de dollars de Preston et Vanessa dans les banlieues élites du Maryland. C'était un quartier où les allées étaient plus longues que la plupart des pâtés de maisons et où les barrières de sécurité étaient en fer forgé et couvertes de caméras. J'ai garé ma voiture cabossée à 3 pâtés de maisons, hors de vue de leur patrouille de sécurité privée. J'ai serré mon manteau fin contre le vent glacial et j'ai marché vers la propriété. Les immenses portes étaient grandes ouvertes ce soir. Une ligne de véhicules de luxe se déversait dans la rue, et un service de voituriers était installé près de l'entrée. Preston organisait un autre de ces infâmes événements de réseautage. C'était dimanche soir, ce qui signifiait qu'il était temps pour du vin coûteux, des cigares rares et une maison pleine de gens qui dirigeaient le monde et qui ne se souciaient pas de savoir qui ils écrasaient pour rester au sommet. Je me suis glissé devant le stand de voiturier, me fondant dans les ombres des et parfaitement taillées. J'ai monté les grandes marches en pierre et ai ouvert la lourde porte d'entrée en chêne. Le contraste entre ma cabane de montagne glacée et silencieuse et cette maison était étouffant. L'air à l'intérieur sentait les viandes rôties, le parfum coûteux et le vin vieilli en fût de chêne. Un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin de l'immense hall. Des serveurs en chemises blanches impeccables circulaient avec des plateaux argentés de champagne. Et juste au centre du salon en contrebas, debout sous un lustre en cristal en cascade, se trouvait Preston. Il portait un costume italien sur mesure qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Il tenait un verre de vin rouge,
riant bruyamment à une blague faite par un autre gestionnaire de fonds spéculatifs riche. Preston était l'incarnation du privilège corporatif blanc. Il avait épousé une famille noire, mais il ne nous a jamais vraiment vus comme sa famille. Pour lui, ma mère et ma sœur n'étaient que des investissements qu'il avait acquis. Il utilisait son immense richesse pour acheter leur loyauté absolue, les transformant en ses toutous obéissants. Il a remboursé les dettes de ma mère et a acheté à Vanessa les choses brillantes dont elle avait envie. Et en retour, elle l'adorait. Il les possédait. Et il me détestait parce que j'étais la seule qui n'avait jamais pris son argent et jamais plié devant son pouvoir. Je n'ai pas essayé de me cacher. J'ai descendu directement les marches en marbre vers le centre de la fête. Mes bottes ont laissé de faibles traces humides sur les tapis blancs immaculés. Le brouhaha dans la pièce a commencé à s'estomper à mesure que les invités d'élite remarquaient la femme non invitée dans un pull délavé et un jean humide de neige marchant dans leur sanctuaire exclusif. Preston a tourné la tête. Son sourire de réseautage poli a disparu dès que ses yeux ont croisé les miens. Sa mâchoire s'est serrée. Il a remis son verre de vin à un serveur qui passait et s'est éloigné de son groupe d'amis, marchant directement vers moi avec des enjambées déterminées et lourdes. « Eh bien, regarde qui c'est » a dit Preston, sa voix portant facilement au-dessus des murmures calmes de ses invités. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air profondément agacé, comme si une peste venait de ramper sur son sol coûteux. La folle de la famille est enfin descendue de sa montagne. Je suis resté ferme, gardant mes mains reposant librement le long de mon corps. « Bonjour, Preston. » Il s'est arrêté à quelques mètres de moi, me regardant de haut en bas avec une condescendance absolue. « Je suppose que Vanessa est arrivée à ta petite cabane en toute sécurité. Tu as signé les papiers, n'est-ce pas? Tu as enfin fait une chose utile pour cette famille et abandonné les droits du fonds fiduciaire. Je veux savoir où est mon fils, ai-je dit, en gardant ma voix assez forte pour que les gens debout à proximité puissent l'entendre. Vanessa m'a promis une réponse en échange de cette signature. Preston a laissé échapper un aboiement de rire sec et cruel. Il a secoué la tête, regardant autour de lui ses invités comme pour les inviter à partager la blague. Oh, Nia, tu as vraiment perdu la tête là-bas dans les bois, n'est-ce pas? Il a fait un pas de plus vers moi, baissant sa voix dans un ricanement vicieux. Vanessa t'a menti. Elle a juste dit tout ce qu'elle avait besoin de dire pour te faire mettre ton nom sur cette ligne pointillée. Nous avons besoin de ce capital pour fusionner mon entreprise, et tu bloquais le processus avec tes délires. Il s'est penché plus près, son haleine sentant l'alcool coûteux. Daniel est parti, Nia. Il s'est égaré dans le froid glacial et il s'est noyé dans le lac il y a 2 ans. Tout le monde le sait sauf toi. La police le sait. Ta mère le sait. Tu es complètement délirante, et tu fais d'intrusion sur ma propriété. Il a claqué des doigts, regardant par-dessus mon épaule vers l'entrée. Sécurité. Sortez cette folle de ma maison maintenant. 2 grands hommes en costume sombre ont immédiatement commencé à marcher agressivement vers moi depuis le hall. Je pouvais sentir les yeux de chaque milliardaire, politicien et mondain dans la pièce brûler ma peau. Ils attendaient que je m'effondre. Ils attendaient que la mère hystérique en deuil crie, pleure et soit traînée hors du manoir en donnant des coups de pied et en criant. Ils voulaient un spectacle. Je n'ai pas bougé un seul muscle. Je n'ai pas bronché quand le premier agent de sécurité m'a attrapé le bras. J'ai juste calmement mis la main dans la poche de mon manteau avec ma main libre. Le garde s'est tendu, se préparant à une arme, mais je n'ai sorti que mon téléphone portable. J'ai déverrouillé l'écran et je l'ai tenu en l'air, m'assurant que la luminosité était au maximum. Tu es absolument certain que Daniel s'est noyé il y a 2 ans, ai-je demandé, ma voix complètement dépourvue de toute émotion. Tu es certain qu'il est mort, Preston? Vanessa vient de me mentir. Preston a ricané, croisant les bras. Je ne joue plus à ce jeu psychotique avec toi, Nia. Foutez-la dehors. J'ai levé mon téléphone un peu plus haut, tournant l'écran pour qu'il soit juste devant son visage. Alors j'ai une question très simple pour toi, Preston. Si mon fils de 10 ans s'est noyé dans un lac gelé il y a 2 ans, alors qui a utilisé ta carte noire offshore privée pour acheter pour 3000 $ d'articles dans un magasin de jouets de luxe à Zurich, en Suisse? Exactement le jour de son anniversaire la semaine dernière? Le silence qui a suivi ma question était absolu. Le quatuor à cordes dans le coin a brusquement arrêté de jouer, l'archet du violoncelliste se figeant en plein air. Les investisseurs riches,
Les politiciens et les mondains debout autour de nous ont cessé de murmurer. Chaque œil dans cet immense salon opulent oscillait entre mon manteau délavé et le visage soudainement pâle de Preston. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans son manoir, le sourire arrogant avait disparu du visage de mon beau-frère. La couleur a quitté ses joues, le laissant ressembler à un animal acculé. Sa mâchoire travaillait silencieusement alors qu'il essayait de traiter comment la femme brisée et en deuil des montagnes venait de lâcher une bombe financière hautement classifiée au milieu de sa fête de réseautage d'élite. C'est absurde, a finalement balbutié Preston, sa voix manquant de son autorité tonitruante habituelle. Ma carte a été volée il y a des mois. Je l'ai signalée à la banque. Tu es folle, Nia. Tu as piraté mes comptes privés pour nourrir tes délires psychotiques. Avant que je puisse lui dire qu'une carte volée aurait été désactivée et incapable de valider une transaction de 3000 $ dans une boutique suisse haut de gamme, les lourdes doubles portes menant à la salle à manger formelle se sont ouvertes. Ma mère, Evelyne, est sortie, suivie de près par ma tante Shirley et ma tante Denise. Elles avaient clairement profité d'un dîner privé dans l'autre pièce, à l'abri des invités d'affaires. Ma mère était drapée dans une robe en soie émeraude sur mesure, son cou lourd de diamants que Preston avait sans aucun doute acheté pour elle à Noël dernier. Tante Shirley serrait un verre de vin en cristal, et tante Denise s'essuyait frénétiquement la bouche avec une serviette en lin. Elles ne se sont pas précipitées parce qu'elles s'inquiétaient pour moi. Elles se sont précipitées parce qu'elles ont entendu ma voix menacer l'illusion délicate et luxueuse autour de laquelle elles avaient bâti toute leur vie. Maman Evelyne s'est concentrée sur moi, ses yeux brillants d'une rage familière et terrifiante. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais ici. Elle n'a pas posé de questions sur le magasin de jouets suisse ou la carte de crédit. Elle a jeté un regard sur le visage confus de Preston, les invités milliardaires qui fixaient, et mes vêtements humides de neige, et elle a fait son choix. Elle a marché droit vers moi, a levé la main et m'a giflé au visage avec toute la force qu'elle avait. Le craquement sec de sa paume contre ma joue résonna comme un coup de feu dans la pièce caverneuse. Ma tête pivota sur le côté. Le goût métallique du sang apparut instantanément à l'intérieur de ma lèvre, là où mes dents s'étaient enfoncées. « Comment oses-tu calomnier Preston ?» cria ma mère, sa voix tremblant d'une indignation furieuse. Elle pointa un doigt manucuré droit entre mes yeux. « Comment oses-tu entrer chez cet homme en ressemblant à une mendiante et lui manquer de respect devant ses collègues? C'est lui qui a aidé cette pauvre famille à se relever. Il nous a sortis de la boue, et c'est comme ça que tu le remercies. » Je tournai lentement la tête pour la regarder. Ma joue brûlait, mais mon cœur était totalement glacé. Tante Shirley s'avança, se tenant épaule contre épaule avec ma mère comme un soldat dévoué. « Evelyne a raison, Nia. Tu devrais avoir honte de toi-même. Regarde-toi. Tu es une honte. Preston nous a donné une place à table. Il a donné à Vanessa la vie qu'elle mérite, et tout ce que tu fais, c'est apporter ton énergie sombre et misérable partout où tu vas. Tu es obsédé par une tragédie que nous avons tout essayé de surmonter. Tu es exactement comme ton père inutile, cracha ma mère à mon visage, se tordant de dégoût. Toujours si têtu, toujours si fier. Il pensait aussi être meilleur que tout le monde, et il est mort sans rien. Il a refusé de jouer le jeu, et il nous a laissé sombrer dans les dettes. Tu fais exactement la même chose. Tu essaies de ruiner le bonheur de ta sœur parce que tu n'as jamais pu assurer une vie meilleure pour toi-même. Ces mots étaient destinés à me détruire. C'étaient les mots exacts qu'elle avait utilisés pour briser mon esprit quand j'étais adolescente et à nouveau quand j'ai choisi de devenir auditrice au FBI au lieu d'épouser un riche cadre. Dans le monde de ma mère, la seule vraie valeur d'une femme noire était sa proximité avec le pouvoir et l'argent. Et Preston était le prix ultime. Il était le riche sauveur blanc influx qui légitimait notre famille aux yeux de l'élite. Remettre en question Preston, c'était remettre en question le fondement même de leur survie. Elles étaient terrifiées. Je pouvais sentir la peur irradier de ma mère et de mes tantes. Elles étaient totalement paralysées à l'idée que ces riches invités blancs les regardent et voient le stéréotype bruyant et chaotique qu'elles avaient passé des décennies à fuir. Elles feraient n'importe quoi pour sauver les apparences. Elles me feraient taire, m'enfermeraient dans un asile ou m'enterreraient complètement si cela signifiait que Preston les laisserait garder les voitures de luxe, les vêtements de marque et les abonnements au country club. Ma mère me tourna le dos et fit face aux invités de Preston, affichant immédiatement un sourire désespéré et apologétique qui me donna la nausée. « S'il vous plaît, tout le monde, je suis tellement désolé pour cette interruption, » annonça-t-elle, sa voix montant d'une octave dans un ton faussement doux et suppliant.
Ma fille est gravement malade depuis la noyade tragique de son fils il y a 2 ans. Nous avons essayé de lui obtenir une aide psychiatrique. Elle souffre de terribles délires. Preston a été un saint pour nous, finançant ses soins médicaux et soutenant notre famille à travers ce cauchemar. Veuillez excuser son accès de colère. Les invités murmurèrent avec une compréhension compatissante. La tension dans la pièce commença à diminuer. Preston se redressa un peu plus, se relaxant visiblement alors que ma mère posait habilement les bases de ma défense pour folie. Il me regarda avec un sourire suffisant et victorieux, sachant que mon propre sang venait de me discréditer complètement devant les personnes les plus puissantes de l'État. Preston ordonna, sa voix retrouvant sa confiance fluide et autoritaire, « Sécurité. Veuillez escorter ma belle-sœur jusqu'à son véhicule. Si elle résiste, appelez la police et faites-la placer en garde psychiatrique de 72 heures. C'est pour sa propre sécurité. » 2 gardes massifs s'avancèrent, tendant la main pour saisir mes épaules. « Ne me touchez pas, dis-je, ma voix basse, mais portant une fréquence qui fit hésiter le garde le plus proche. Je ne regardais pas Preston. Je ne regardais pas les invités. Je levai lentement la main et essuyai la tache de sang au coin de ma bouche. Je regardais au-delà des gardes de sécurité et croisai le regard de ma mère. Elle portait toujours ce sourire écœurant, doux et apologétique, mais ses yeux étaient froids et m'avertissaient de reculer. Elle pensait que j'étais la même fille qui pleurait quand elle critiquait mes notes. Elle pensait que j'étais la mère brisée qui s'était retirée dans les montagnes pour mourir d'un cœur brisé. Elle ne réalisait pas que la douleur de perdre Daniel avait brûlé chaque once de peur que j'avais jamais éprouvée pour elle. « Tu le défends ?» demandai-je, ma voix tranchant l'air lourd et parfumé du manoir. Je fis un pas en avant, obligeant ma mère à reculer. « Tu te tiens ici dans ta robe en soie, et tu gifles ta propre fille pour protéger un homme qui te méprise. Tu me traites de délirante. Tu dis à ces gens que mon fils est mort pour protéger la réputation de Preston. Nia, ferme ta bouche tout de suite, siffla tante Shirley, s'interposant entre nous. Je l'ignorais. Je gardais les yeux fixés sur ma mère, observant le battement nerveux de ses cils. Tu dis qu'il a aidé cette famille à se relever, continuai-je, haussant la voix pour qu'elle résonne sur les plafonds voûtés. Tu dis qu'il t'a sauvé de la noyade dans les dettes. Alors dis-moi, maman, si Preston est juste un saint généreux et innocent qui traite avec une belle-sœur folle, alors pourquoi sa société holding offshore a-t-elle soudainement effacé tes 500 000 $ de dettes de jeu le mois dernier? La pièce redevint silencieuse. La bouche de tante Shirley s'ouvrit. Tante Denise laissa tomber sa serviette par terre. Ma mère se figea, le faux sourire fondant de son visage comme de la cire devant une flamme. Explique le prêt de 500 000 $, maman, exigeai-je, mon ton passant de celui d'une mère en deuil à celui d'une enquêtrice fédérale interrogeant un témoin hostile. Explique pourquoi un gestionnaire de fonds spéculatifs a secrètement transféré un demi-million à sa belle-mère seulement 3 semaines avant de me pousser à céder le fonds en fiducie de 50 millions de $ de mon fils. T'a-t-il payé pour me convaincre que Daniel était mort, ou t'a-t-il payé pour l'aider à se débarrasser du corps? Ma mère resta complètement figée, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement comme un poisson suffocant sur la terre ferme. Elle regarda Preston pour obtenir de l'aide, suppliant avec ses yeux pour qu'il me fasse taire, pour faire disparaître tout cela. Mais Preston était paralysé. Les riches investisseurs debout autour de nous ne murmuraient plus de sympathie pour le pauvre homme traitant avec une parente folle. Ils chuchotaient avec alarme. Les mots demi-million de $ et société holding offshore avaient déclenché une panique instinctive chez chaque milliardaire dans la pièce. Le sang est plus épais que l'eau, mais l'argent est plus épais que le sang. Je n'attendis pas que ma mère formule un mensonge. Je lui tournai le dos et marchai calmement vers l'immense table à manger en acajou au centre de la pièce. La présentation était immaculée. Fromages importés, pains artisanaux et carafes en cristal remplies d'eau et de vin. Je pris une lourde carafe en cristal et me versai lentement un verre d'eau glacée. Le léger bruit du liquide résonna fort dans la pièce terriblement calme. Je pris une longue gorgée, laissant l'eau glacée apaiser ma lèvre meurtrie. Vanessa se fraya soudain un chemin à travers la foule d'invités stupéfaits. Elle venait d'arriver après ses 3 heures de route depuis la montagne. Elle portait toujours son manteau de marque et ses bottes couvertes d'argile rouge du Maryland. Son visage était rouge de colère, mais alors qu'elle constatait la scène de notre mère tremblante et de Preston transpirant à travers son coûteux costume italien, la couleur s'effaça rapidement de ses joues. « Que se passe-t-il ici » exigea Vanessa, sa voix aiguë et défensive.
Nia, je t'ai dit de suivre une thérapie, pas de venir chez moi et de ruiner l'événement de réseautage de mon mari. Sors d'ici. Je posai le verre en cristal sur la table en acajou avec un tintement sec et décisif. Je regardai directement ma sœur. Le contraste entre nous ne pouvait pas être plus évident. Elle ruisselait de diamants et était terrifiée. Je portais un pull délavé et je n'avais absolument rien à perdre. Je ne vais nulle part, Vanessa, dis-je en m'appuyant avec désinvolture contre le bord de la table. Parce que nous devons parler du fonds en fiducie de grand-mère Evelyne, celui pour lequel tu as conduit jusqu'en haut d'une montagne glaciale pour me faire signer. Le visage pâle de Vanessa se contracta. Elle croisa les bras, essayant de projeter de l'autorité. Je t'ai dit que nous avons besoin de ce capital pour la fusion de Preston. C'est une affaire de famille. Ce n'est pas une fusion, Vanessa, répondis-je, ma voix portant la cadence calme et détachée d'une auditrice médico-légale du FBI déposant un acte d'accusation fédéral. J'ai passé 10 ans à traquer les réseaux internationaux de blanchiment d'argent pour le gouvernement. Penses-tu vraiment que je ne me renseignerai pas sur la santé financière de l'homme qui a épousé ma sœur? Je décalai mon regard vers Preston, qui reculait lentement vers son bureau, tirant désespérément son téléphone de sa poche. Pose ce téléphone, Preston, ordonnai-je, ou je dirai aux messieurs debout juste derrière vous exactement ce qui est arrivé au rendement du 3e trimestre qu'ils ont confié à votre fonds spéculatif. 3 hommes plus âgés en costume sur mesure se tournèrent immédiatement pour fusiller Preston du regard. L'un d'eux, un magnate de l'immobilier influx, fit un pas menaçant en avant. De quoi parle-t-elle, Preston? Exigea-t-il. Preston ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Je vais vous dire de quoi je parle, dis-je, en projetant ma voix pour que chaque personne présente dans le manoir puisse m'entendre. Ma grand-mère était une femme très intelligente. Elle a percé à jour Preston dès le moment où il a commencé à fréquenter Vanessa. Elle savait qu'il était un parasite financier se faisant passer pour un génie de Wall Street. À sa mort, elle a créé un fonds en fiducie inébranlable d'une valeur de 50 millions de dollars, mais elle a délibérément contourné ses propres filles. Elle a laissé la totalité de la succession à son seul petit-fils direct. Mon fils, Daniel, ricana Vanessa, essayant de reprendre le contrôle du récit. Oui, et Daniel est mort, ce qui signifie que l'argent revient légalement au bénéficiaire secondaire, moi. C'est mon argent, Nia. Il ne revient à toi que si Daniel est légalement déclaré mort, l'a corrigé-je. C'est pourquoi toi et Preston me harcelez depuis 2 ans pour signer ces certificats de décès et renoncer à mes droits en tant que sa tutrice. Vous aviez besoin qu'il soit mort sur papier parce que le précieux fonds spéculatif de Preston ne fusionne avec personne. Il est en train de s'effondrer. Je marchais lentement autour de la table à manger, réduisant la distance entre ma sœur et moi. Ton mari a misé tout son portefeuille sur des dérivés offshore à haut risque et a tout perdu, dis-je, voyant les yeux de Vanessa s'écarquiller de choc réel. Il est en négatif de 80 millions de dollars. Les comptes aux îles Caïmans sont complètement vides. La SEC renifle déjà autour de ses déclarations d'impôts fabriquées. Preston est à quelques semaines d'une mise en examen fédérale et d'une faillite totale. Il avait besoin de ce fonds en fiducie de 50 millions pour combler l'énorme trou dans ses comptes avant que ses investisseurs ne découvrent qu'il avait perdu leur argent. La pièce sombra dans un chaos absolu. Les invités de l'élite commencèrent à crier sur Preston. Les téléphones portables furent sortis alors que les millionnaires envoyaient frénétiquement des messages à leurs conseillers financiers pour geler leurs comptes. Le royaume capitaliste, blanc et parfait de Preston brûlait en temps réel. Ma mère m'attrapa le bras, ses ongles s'enfonçant douloureusement dans ma peau. Arrête ça, Nia. Tu nous ruines. Preston a un capital illimité. Il achète à Vanessa tout ce qu'elle veut. Il vient de lui acheter une toute nouvelle Lamborghini. Je retirai mon bras de la prise de ma mère. Je regardai Vanessa, qui fixait Preston avec un mélange d'horreur et de panique grandissante. Elle l'avait épousé pour sa richesse, croyant fermement avoir assuré une vie de luxe illimité. L'idée d'être pauvre la terrifiait plus que tout au monde. Oh, c'est vrai, la Lamborghini, dis-je, un sourire froid apparaissant enfin sur mon visage. L'Urus jaune vive garé juste à l'extérieur. Elle est magnifique, Vanessa. Vraiment du luxe de haut niveau. Je fouillai dans la poche profonde de mon manteau humide. Je ne sortis pas une arme. Je sortis une épaisse liasse de photographies glacées et de relevés financiers. D'un coup de poignet,
je lançai toute la liasse sur la table en acajou poli. Les photos s'étalèrent parfaitement. Vanessa se précipita, saisissant le papier du dessus, ses yeux parcoururent le document, ses mains commençant à trembler violemment. Preston ne t'a pas acheté cette voiture avec l'argent de son fonds spéculatif, Vanessa, dis-je, ma voix descendant à un murmure vicieux et tranchant comme un rasoir qui traversa la foule des invités. Parce qu'il ne lui reste plus d'argent. Je montrai les documents éparpillés sur la table. Ce sont les enregistrements des virements bancaires du mois dernier. Preston a créé une fausse organisation caritative dans le Delaware. Il l'a appelée la Fondation Daniel Hope, supposément pour collecter des fonds pour les enfants disparus en l'honneur de mon fils. Il a organisé 3 galas privés, collectant des millions en dons déductibles d'impôts auprès de ces personnes mêmes qui se tiennent dans cette pièce. Les investisseurs qui nous entouraient redevinrent silencieux, leurs visages se tordant d'une indignation absolue en réalisant qu'ils avaient été arnaqués. Mais cet argent n'est jamais allé à aucune recherche, continuai-je, entrant dans l'espace personnel de Vanessa jusqu'à ce qu'elle soit forcée de me regarder dans les yeux. Il a acheminé ses dons via une société écran aux Bahamas, a blanchi l'argent, et l'a utilisé pour acheter cette Lamborghini jaune avec laquelle tu es monté à la montagne aujourd'hui. Je me penchai, m'assurant que ma mère et ma sœur entendaient chaque syllabe de ma phrase suivante. Tu as conduit jusqu'à chez moi pour exiger que je déclare mon fils mort alors que tu étais assise dans une voiture de luxe payée par une fausse association caritative exploitant sa disparition. Tu conduis un véhicule acheté avec le sang de mon fils. Vanessa fixa les virements bancaires éparpillés sur le bois poli. Ses mains tremblaient si violemment que les papiers glissèrent de ses doigts, voltigeant sur le sol comme des feuilles mortes. Elle leva les yeux vers Preston, ses yeux grands ouverts avec une réalisation horrifiante et écœurante. Les riches investisseurs qui nous entouraient commencèrent à reculer, leurs expressions passant du choc à un dégoût absolu. Preston n'essaya plus de nier. Le masque calculé et sophistiqué du titan de Wall Street se fendit et tomba complètement, révélant la réalité terrifiante en dessous. Il saisit un lourd verre à vin en cristal sur la table et le projeta violemment contre la cheminée en pierre. Le verre vola en 1000 morceaux tranchants. Le fracas excitèrent les derniers murmures de ses invités paniqués. Il dominait la pièce, son visage rouge d'une rage laide et venimeuse. Je levai les yeux vers lui, regardant le vrai monstre entrer enfin dans la lumière. « Taisez-vous » rugit-il, sa voix résonnant férocement sur les plafonds voûtés. « Fermez tous vos bouches. » Il pointa un doigt tremblant et furieux directement vers moi, puis balaya la main agressivement pour inclure ma mère et ma sœur. « Vous, les sangsues noirs, vous êtes toutes exactement pareilles, cracha-t-il, le racisme vicieux qu'il cachait derrière des sourires d'entreprise éclatant enfin. Vous entrez dans mon monde, vous prenez mon argent, vous vivez dans les maisons que j'achète, et vous vous pavanez dans les vêtements de marque que je paie. Vous me videz de ma substance, et ensuite vous avez l'audace pure de remettre en question la façon dont je soutiens tout cela. Il rit, un son dur et grinçant qui fit tressaillir ma mère comme si elle avait été frappée. Tu te crois si brillante, Nia? Tu penses que tes petits tours de comptabilité du FBI signifient quelque chose dans le monde réel? Tu n'es absolument rien. Toute ta famille n'est rien. J'ai acheté ta mère au prix d'une dette de jeu. J'ai acheté ta sœur avec quelques sacs à main de luxe et un code postal. Je possède cette famille. Vous existez parce que je vous autorise à exister. La pièce était si calme que je pouvais entendre le vent d'hiver hurler contre les immenses fenêtres du manoir. Le quatuor à cordes avait déjà fui par les portes de la cuisine. Je gardai mes yeux verrouillés sur les siens, refusant de lui donner la satisfaction de ma peur. Alors dis-leur, Preston, le mis-je au défi, ma voix dangereusement calme et posée. Regarde tes amis milliardaires et dis-leur exactement ce que tu as fait à mon fils. Oui, j'ai pris ce gamin, hurla Preston, de la salive s'échappant de ses lèvres alors qu'il faisait un pas agressif vers moi, sa poitrine se soulevant sous l'adrénaline et l'arrogance. Es-tu heureuse maintenant? Es-tu satisfaite? Je l'ai pris parce qu'il se tenait juste entre moi et 50 millions de dollars de capital qui appartenaient à mes comptes. Ta grand-mère était une vieille femme rancunière et amère qui voulait me punir. Elle voulait enfermer cette fortune massive dans une fiducie intouchable pour un enfant qui ne savait même pas compter jusqu'à 100. C'était moi qui bâtissais l'héritage. C'était moi qui générais la richesse pour maintenir cette famille pathétique à flot. Cet argent était à moi. Vanessa laissa échapper un sanglot étouffé et dévasté, se couvrant la bouche avec ses 2 mains. Tu l'as pris, murmura-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de la confession de son mari. Tu as pris Daniel.
Preston ignora complètement sa femme, ses yeux brûlant dans les miens avec une haine pure et non diluée. N'agis pas comme si tu allais vraiment faire quelque chose à ce sujet, Nia. Ne te tiens pas dans ma maison à jouer les héroïnes. Que peux-tu me faire dans cette Amérique alors que des sénateurs des États-Unis dînent avec moi à cette même table chaque semaine? Je possède les politiciens. Je possède les juges. Qui croira une mère hystérique en deuil vivant dans une cabane plutôt qu'un homme qui finance leur campagne de réélection? Il redressa sa posture, semblant revigoré par son propre complexe de Dieu terrifiant. Je n'ai pas tué le gamin. Je suis un homme d'affaires, pas un meurtrier. J'ai juste déplacé un actif. Mon cœur battait contre mes côtes, mais je me forçais à garder une respiration lente et égale. Où est-il? Exiguai-je. Il est enfermé dans un orphelinat privé haut de gamme à Zurich, ricana Preston, un sourire cruel revenant sur son visage. Ils sont spécialisés dans les admissions discrètes et non officielles pour les ultra-riches qui ont besoin que certains problèmes disparaissent. Il est enregistré sous une identité complètement fausse. Juste un pauvre petit garçon orphelin sans nom issu d'un foyer brisé. Il a 3 repas par jour et un lit chaud, ce qui est bien plus que ce qu'il aurait eu quand mon fonds s'est effondré et que je vous ai toutes laissé faire faillite. Tout ce que tu avais à faire était de signer ce foutu certificat de décès pour que la fiducie puisse être dispersée. Mais tu as dû jouer les martyrs. Tu as dû faire traîner cela pendant 2 ans et tout ruiner. Ma mère s'affaissa lentement dans l'une des chaises de salle à manger en velours, ses mains tremblant alors qu'elle agrippait son collier de diamants. Elle avait vendu son âme, et elle avait échangé son propre petit-fils contre un prêt d'un demi-million et un faux sourire. Elle regarda Preston, le gendre en or qu'elle avait vénéré au-dessus de ses propres enfants, et elle vit enfin le diable qu'elle avait invité dans notre maison. Les investisseurs milliardaires et les politiciens d'élite qui buvaient le vin coûteux de Preston quelques instants plus tôt reculaient déjà vers le grand hall. C'étaient des capitalistes impitoyables, et ils fermeraient les yeux sur l'évasion fiscale, mais ils traçaient une ligne très dure en ce qui concerne l'enlèvement d'un enfant pour un fonds en fiducie. Un par un, ils se retournèrent et sortirent rapidement par la porte d'entrée, laissant leur manteau derrière eux dans leur empressement désespéré à s'éloigner d'un navire qui coule. Preston devenait un fantôme sous leurs yeux, et ils l'abandonnaient au loup. Mais Preston ne se souciait plus des invités qui fuyaient. Son instinct de survie avait pris le dessus, et son regard se détourna de la porte d'entrée vers moi. Il réalisa que les documents que j'avais éparpillés sur la table en acajou n'étaient que des copies. Il réalisa que j'étais la seule personne debout dans la pièce avec la preuve médico-légale réelle requise pour le mettre dans une cellule de prison fédérale pour le reste de sa vie naturelle. Il redressa lentement sa veste ajustée, sa respiration revenant à un rythme froid et mesuré. Il regarda les 2 gardes de sécurité massifs qui se tenaient toujours près de l'entrée de la salle à manger. Ce n'étaient pas des agents de sécurité d'événements standards. C'étaient des entrepreneurs militaires privés que Preston gardait sur sa liste de paix permanente pour des situations exactement comme celle-ci. Sécurisez le périmètre, ordonna Preston, sa voix tombant sur un ton glacial et impassible. Verrouillez tout le manoir. Laissez les invités partir, mais personne d'autre n'entre ou ne sort de cette maison. Il reporta son attention sur moi, un sourire écœurant de calme s'étalant sur son visage. Tu es venu de si loin pour trouver ton fils, Nia. C'est vraiment une histoire tragique. Une mère dévastée, devenue totalement folle par le chagrin, s'introduit par effraction chez son beau-frère. Elle hallucine des théories du complot folles et paranoïaques sur des comptes offshore et des enlèvements. Elle fait un scandale massif. Et puis, quand le délire se dissipe enfin et qu'elle réalise que son fils est vraiment mort, la réalité est tout simplement trop difficile à supporter pour son esprit fragile. Vanessa halta, comprenant enfin ce qu'il était sur le point de faire. Preston, non, supplia-t-elle, faisant un pas faible vers lui. Preston ne la regarda même pas. Il fit simplement un signe de tête aux gardes armés. Emmenez-la au sous-sol. Prenez son téléphone. Prenez son manteau et enfermez-la dans la cave à vin en acier renforcé. Assurez-vous qu'elle soit complètement insonorisée. Demain matin, la police locale la trouvera pendue au chevron. Un suicide classique dû à une dépression clinique sévère après avoir perdu son fils. C'est une terrible honte. Nous n'avons pas pu lui obtenir l'aide psychiatrique dont elle avait si désespérément besoin. Les gardes intervinrent immédiatement, leurs bottes lourdes résonnant contre le sol en marbre. Je ne les ai pas combattus quand ils ont saisi mes bras. Je les ai laissés tirer mes mains fermement derrière mon dos, mes yeux ne quittant jamais le visage de Preston.
Les gardes ont tendu mes bras, le métal froid d'un collier de serrage mordant déjà ma peau. L'immense salle à manger, autrefois remplie du bavardage de l'élite absolue, était maintenant complètement déserte, à l'exception de ma famille et des hommes armés qui me prenaient en otage. Le silence était étouffant. Je me sentais incroyablement petite dans cet espace caverneux, une silhouette solitaire dressée contre une montagne de richesses volées et de pouvoir sans contrôle. Chaque instinct me criait de me battre, de donner des coups de pied, de me libérer, mais j'ai forcé mes muscles à rester complètement détendus. J'avais besoin qu'ils croient que j'étais vaincu. Preston a fait un signe de tête sec vers le couloir menant au sous-sol. « Emmenez-la » a-t-il ordonné, « et assurez-vous que personne ne s'approche de cette porte. » Avant que les gardes ne puissent pivoter et m'entraîner, ma mère s'est avancée. Sa robe en soie émeraude bruissait doucement dans la pièce calme. Pendant une fraction de seconde, brève et insensée, une petite partie de mon enfant intérieur a espéré qu'elle intervenait. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, entendre Preston admettre avoir kidnappé son propre petit-fils et menacé de tuer sa fille aînée finirait par la sortir de son illusion toxique et obsédée par l'argent. J'ai pensé que l'instinct maternel qu'elle avait enterré sous des décennies de cupidité pourrait enfin refaire surface. J'avais complètement tort. Maman Evelyn n'a pas regardé les gardes armés qui me tenaient. Elle n'a pas regardé Preston, qui l'observait avec un sourire cruel et impatient. Elle a marché droit vers moi, ses talons au couteau craquant sur les éclats du verre à vin brisé sur le sol. Le parfum lourd de son Chanel a frappé mon nez, écœurant de douceur et complètement déplacé dans une pièce qui sentait la peur et l'alcool renversés. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres de mon visage. Ses yeux étaient durs, totalement dépourvus de chaleur ou de sympathie. Elle a fouillé dans sa pochette de créateur, ses doigts parfaitement manucurés cherchant quelque chose à l'intérieur. « Tu as causé assez de chaos pour une vie, Nia » a-t-elle murmuré, sa voix basse et remarquablement stable. Je l'ai fixée, incapable de traiter la froideur absolue dans son ton. « Regarde ce que tu fais à ta sœur » a poursuivi ma mère, en faisant un geste vague vers Vanessa, qui sanglotait doucement dans le coin, serrant son collier de diamants comme s'il pouvait la protéger. « Regarde ce que tu me fais. » Preston a promis de m'acheter un magnifique Pantouz à Miami le mois prochain. Il a promis à Vanessa une vie où elle n'aura jamais à se soucier d'une seule facture. Nous avons enfin tout ce que nous avons toujours voulu, et tu as dû descendre de cette montagne pour essayer de tout réduire en pièces. Maman, ai-je soufflé, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Il a pris Daniel. Il a pris ton petit-fils. Ma mère n'a pas bronché. Elle a juste secoué la tête, une expression de profonde déception s'installant sur son visage, comme si j'étais une enfant incapable de comprendre un problème de mathématiques simple. Daniel va parfaitement bien, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'un pragmatisme toxique. Il est en Suisse, Nia. Il vit dans un établissement haut de gamme avec des draps propres et des tuteurs privés. Il vit nettement mieux là-bas qu'il ne l'aurait jamais fait avec une mère célibataire comme toi. Tu l'élevais avec un salaire gouvernemental pathétique avant de perdre la tête et de t'enfuir dans les bois. Preston a rendu service à ce garçon. Il a assuré son avenir et il a assuré le nôtre. L'audace pure de sa rationalisation a glacé mon sang. Elle s'était convaincue que vendre son petit-fils dans une prison privée suisse était un acte de charité. Elle avait échangé sa liberté contre un Pantouz à Miami, et elle ne ressentait absolument aucun remords. Ma mère a sorti sa main de sa pochette. Caché dans sa paume se trouvait un petit flacon en plastique lourd. Elle s'est penchée en avant et l'a glissé rapidement dans la poche profonde de mon manteau d'hiver délavé. Il a cliqueté légèrement contre le tissu. Je n'avais pas besoin de voir l'étiquette pour savoir exactement ce que c'était. C'étaient ses propres somnifères sur ordonnance. Les plus forts. J'ai regardé sa main, puis son visage. La trahison était si absolue, si complète qu'elle semblait physiquement lourde, pesant sur ma poitrine et rendant la respiration difficile. Sacrifice pour la famille, Nia, a murmuré ma mère, se penchant près, pour que je sois la seule à pouvoir entendre le venin dans ses mots. Pour une fois dans ta misérable et têtue vie, fais quelque chose qui nous profite. Descends dans ce sous-sol, prends ces pilules, va dormir. Si tu fais cela, je te promets que nous nous souviendrons de toi avec tendresse. Je m'assurerai que Daniel soit bien pris en charge. Mais si tu continues à nous combattre, Preston te détruira et il me détruira. Je ne retournerai pas à la pauvreté. Je refuse. Alors fais cette seule bonne chose pour ta famille. Elle a tapoté la poche de mon manteau, lissant le tissu,
puis a reculé d'un pas. Elle a ajusté sa posture, lissé sa robe en soie, et a donné à Preston un signe de tête serrée et obéissant, signalant qu'elle était entièrement de son côté. Elle livrait sa propre fille au bourreau, et elle avait elle-même fourni le poison. Les gardes ont tiré mes bras, se préparant à me conduire vers le couloir sombre. Pendant un moment, la pièce est redevenue silencieuse. Le poids de ce qui venait de se passer est retombé sur nous. Preston semblait triomphant. Vanessa a détourné les yeux, trop lâche pour regarder. Ma mère se tenait droite, fière de sa décision monstrueuse. Il croyait vraiment avoir gagné. Il croyait vraiment m'avoir brisé jusqu'au cœur, dépouillé de ma combativité jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre qu'une mère en deuil prête à prendre une poignée de pilules dans un sous-sol froid et sombre. Puis un son a brisé le silence. Cela a commencé par un rire bas et calme au fond de ma poitrine. J'ai essayé de le supprimer, mais l'absurdité pure et époustouflante de la situation était trop forte. Le rire est devenu plus fort, remontant ma gorge jusqu'à ce qu'il s'échappe de mes lèvres. J'ai rejeté la tête en arrière et j'ai commencé à rire. Ce n'était pas un cri hystérique et brisé. C'était un rire plein, riche et retentissant qui a résonné violemment dans tout le luxueux salon. Il a rebondi sur les plafonds voûtés et les sols en marbre, fort et complètement dérangé. Les gardes qui me tenaient ont hésité, échangeant des regards confus. Vanessa a arrêté de pleurer et m'a regardé avec une horreur absolue, se reculant contre le mur. La posture fière de ma mère affaiblit. Elle a fait un pas nerveux en arrière, ses yeux se tournant vers Preston. « Nia, arrête ça » a-t-elle soudainement sifflé, terrifiée par le son de ma joie. « Arrête de rire tout de suite. » Le sourire suffisant de Preston a disparu. Son visage s'est assombri de colère et d'incertitude. « Qu'est-ce qui est si drôle, bordel ?» a-t-il exigé, s'avançant agressivement vers moi. « Tu vas mourir là-bas, espèce de folle. » Il n'y a rien de drôle là-dedans. J'ai arrêté de rire, bien qu'un large sourire glacial reste fermement planté sur mon visage. J'ai baissé la tête et croisé le regard de l'homme qui pensait pouvoir acheter mon silence et de la mère qui pensait pouvoir orchestrer ma mort. J'ai regardé les lourdes portes en acier menant hors du manoir. J'ai regardé les gardes de sécurité agrippant mes bras. Puis j'ai regardé droit Preston. Penses-tu honnêtement que je suis venu ici seul pour me rendre ? Preston m'a fixé, sa mâchoire se serrant si fort qu'un muscle a tressailli dans sa joue. Il a laissé échapper un rire dur et moqueur. Tu es complètement délirante. Qui vient pour toi, Nia ? La police ? Je possède le chef de la police dans cette ville. Le FBI ? Tu as quitté le bureau il y a 2 ans. Il ne se soucie pas d'une comptable disgraciée qui a perdu la raison et s'est enfuie dans les bois. Tu es entièrement seul dans cette maison et personne ne vient te sauver. Je n'ai pas rompu le contact visuel. J'ai juste laissé mon silence le déstabiliser. Je pouvais voir les minuscules perles de sueur se former sur son front. Il essayait de projeter un pouvoir absolu, mais l'incertitude commençait à le ronger. Vanessa, irritée par mon assurance inébranlable et désespérée de terminer le travail, a poussé notre mère. Elle ne pouvait pas supporter le fait que je ne suppliais pas à genoux. Elle détestait que je ne pleure pas. Elle voulait me briser complètement ici et maintenant pour prouver que sa vie était supérieure à la mienne. Elle bluffe, Preston, a craché Vanessa, me regardant avec un venin pur. Elle essaie juste de gagner du temps parce qu'elle est une lâche. Elle fait toujours ça. Elle veut avoir l'impression de contrôler la situation. Vanessa a fouillé dans son sac à main de créateur et a sorti son téléphone, ses doigts parfaitement manucurés tapant agressivement sur l'écran. Tu veux jouer, Nia ? Jouons. Je vais appeler le directeur de l'établissement à Zurich tout de suite. Je vais le mettre en vidéo. Je vais te laisser regarder ton précieux petit garçon assis dans une pièce fermée à clé à des milliers de kilomètres. Elle s'est rapprochée, poussant le téléphone directement dans mon champ de vision. Et pendant que tu regarderas son visage, tu vas plonger la main dans ta poche et avaler chacune de ces pilules que maman vient de te donner. Si tu ne les avales pas pendant que je regarde, je dirai au directeur de transférer Daniel vers le système d'orphelinat de l'État sous un profil anonyme ce soir. Tu ne le retrouveras jamais, jamais. Tu me comprends ? Mon cœur martelait agressivement contre mes côtes, mais j'ai gardé mon visage totalement passif. Appelle-les, ai-je défié doucement, en gardant ma voix impassible. Appelle la Suisse, Vanessa. Montre-moi.
Elle a ricané, dégoûtée par mon manque de soumission. Elle a appuyé sur l'icône de l'appel vidéo et a tenu le téléphone haut, juste entre nous. Ma vision était entièrement remplie par l'écran lumineux de son appareil. L'interface blanche et brillante illuminait l'espace sombre entre nous, jetant une lumière étrange sur ses traits en colère. Le son aigu et rythmé de la tonalité d'appel international résonnait bruyamment dans la salle à manger caverneuse, morte et silencieuse. Dring, dring. Le son était assourdissant sur fond de tempête hivernale hurlante à l'extérieur. Preston regardait avec un sourire cruel et satisfait, croisant les bras sur sa poitrine. Ma mère a détourné le regard, fixant le sol. Elle était incapable de supporter la confirmation visuelle réelle de ce qu'elle avait permis d'arriver à son petit-fils. Les 2 gardes de sécurité massifs qui agrippaient mes bras ont resserré leur prise, leurs muscles se tendant alors qu'ils anticipaient une lutte physique violente dès que je verrais mon enfant sur l'écran. L'écran est passé brusquement de l'interface de numérotation à une pièce sombre. Le flux vidéo était légèrement granuleux au début, la caméra ayant du mal à s'adapter à la lumière disponible. Vanessa a souri victorieusement, attendant la voix sévère et fortement accentuée de l'administrateur suisse corrompu qu'elle et Preston soudoyaient depuis 2 ans. Mais à mesure que l'image devenait nette, le visage qui est apparu sur l'écran n'appartenait pas à un directeur suisse. C'était un homme robuste et sérieux d'une 40aine d'années. Il était assis dans ce qui ressemblait à un centre de commandement mobile, entouré de moniteurs informatiques brillants et d'équipements de communication clignotants. Il portait un coupe-vent bleu marine, sur sa poitrine, en lettres jaunes audacieuses et indubitables, étaient imprimées les lettres FBI. Le sourire cruel et triomphant sur le visage de Vanessa s'est instantanément évaporé. Elle a laissé échapper un halètement sec, son souffle se bloquant violemment dans sa gorge. L'homme à l'écran regardait directement dans l'objectif de la caméra, son expression strictement professionnelle. L'agent 402 à l'appareil, a-t-il annoncé. Sa voix était nette, professionnelle, et résonnait sur les murs en acajou du manoir comme un juge prononçant une sentence. Merci, mademoiselle Vanessa, d'avoir volontairement appelé notre ligne sécurisée. Confirmation d'identité terminée. Nous avons réussi à retracer l'origine de cet appareil et vérifier votre participation active à la conspiration. L'établissement cible a été sécurisé. Le téléphone a glissé entièrement des doigts tremblants de Vanessa. Il a heurté le sol en marbre avec un bruit sec, l'écran en verre coûteux se brisant sous l'impact. Mais l'appel vidéo n'a pas été coupé. Le visage de l'agent fédéral est fixé depuis le verre brisé sur le sol, témoin impassible de leur effondrement. Le visage de Preston s'est vidé de toute couleur. Le milliardaire arrogant et intouchable avait soudainement disparu, remplacé entièrement par un criminel terrifié. Réalisant que les murs venaient de s'effondrer violemment sur lui, il m'a regardé, les yeux écarquillés d'une horreur absolue et paralysante. Il a enfin compris pourquoi j'avais été si calme. Il a compris que mon arrivée dramatique, les accusations bruyantes et les documents financiers éparpillés n'étaient que du théâtre méticuleusement calculé. J'avais attaché ce traceur GPS à la Lamborghini de Vanessa, non seulement pour la suivre, mais pour les garder distraits, arrogants et confinés dans ce manoir pendant que mes anciens collègues fédéraux exécutaient un raid international coordonné en Suisse. Coupez le réseau, a hurlé Preston, sa voix se brisant de pure panique. Il agitait frénétiquement les bras vers les gardes armés qui me tenaient. Coupez le Wi-Fi. Brouillez les signaux cellulaires. Récupérez ce téléphone et détruisez-le tout de suite. Sécurisez-la. Les gardes de sécurité étaient des professionnels hautement qualifiés, mais pendant une fraction de seconde, le choc pur de voir un agent fédéral mener une opération d'infiltration en direct sur le sol a perturbé leur concentration. Le garde massif qui tenait mon bras gauche a instinctivement baissé les yeux vers le téléphone brisé. Le garde sur ma droite a relâché sa prise lourde sur mon épaule d'une fraction de pouce pour atteindre l'arme dans son étui à sa ceinture. Cette fraction de pouce était tout ce dont j'avais besoin. Je n'avais pas passé ma décennie au bureau assise derrière un bureau à calculer des chiffres et à auditer des feuilles de calcul. Chaque agent fédéral, même les comptables légistes, suit une formation rigoureuse aux tactiques défensives à Quantico. J'avais gardé mes muscles complètement détendus et ma respiration lente spécifiquement pour me préparer à ce moment précis. J'ai violemment tordu mon torse, lâchant mon poids et enfonçant mon coude vers l'arrière avec une force brutale dans les côtes du garde sur ma gauche. Alors qu'il haletait et se pliait en avant, j'ai balancé ma jambe et j'ai piétiné ma lourde botte d'hiver directement sur le côté de la rotule du garde de droite. Il a crié de douleur, sa jambe se dérobant sous lui et sa prise sur mon bras étant complètement libérée.
Preston s'est précipité en avant pour m'attraper lui-même, ses mains cherchant ma gorge. J'ai saisi la lourde carafe à eau en cristal sur la table à manger en acajou et je l'ai balancée de toutes mes forces. Elle s'est brisée contre le côté de sa tête, envoyant de l'eau et du verre brisé voler à travers la pièce alors que le milliardaire s'écroulait en arrière dans les chaises en velours. Ma mère a crié, reculant dans une terreur pure et se pressant contre le mur. Vanessa était complètement figée, fixant sans ciller le téléphone brisé sur le sol tandis que l'agent 402 continuait d'énoncer des codes juridiques à travers le haut-parleur. Je n'ai pas perdu une seule seconde. J'ai sprinté vers l'autre bout de la pièce, me dirigeant droit vers les immenses portes vitrées du sol au plafond qui s'ouvraient sur le patio enneigé. Un troisième garde de sécurité est arrivé en courant dans le couloir, sortant un pistolet paralysant de son gilet. J'ai attrapé une lourde chaise de salle à manger en chêne massif par le dossier, la balançant au-dessus de ma tête avec l'élan de mon sprint. Je ne l'ai pas lancée sur le garde qui avançait. Je l'ai propulsé directement au centre des portes du patio. J'ai tourné la tête pour un dernier regard vers le capitaliste étourdi et ensanglanté qui avait essayé d'enterrer mon fils et la famille toxique qui m'avait avidement vendu pour un pantouse de luxe. On se voit au tribunal, Preston. Ai-je crié. La lourde chaise en chêne a fracassé violemment la vitre. Le panneau massif a volé en éclats en des milliers de morceaux étincelants, explosant vers l'extérieur dans l'air hivernal glacial comme une cascade de diamants. J'ai jeté mes bras devant mon visage et j'ai plongé tête la première à travers le cadre brisé, m'écrasant sur la pierre glacée du patio. Le vent hivernal glacial a frappé mon visage instantanément, mais je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Je me suis précipité sur mes pieds, ignorant les coupures sur mes mains, et j'ai sprinté loin du manoir, disparaissant dans l'obscurité absolue du domaine alors que le son des sirènes de police commençait à gémir faiblement au loin. J'ai couru 3 miles dans la neige glacée cette nuit-là, guidé seulement par l'adrénaline brûlant dans mes veines et les phares clignotants d'un VUS fédéral non marqué qui m'attendait sur l'autoroute. On pourrait penser que briser une fenêtre, exposer les virements bancaires et avoir un agent du FBI en direct sur un flux vidéo serait la fin de l'histoire. On pourrait penser que l'écran s'assombrirait juste là, avec Preston emmené menottes au poignet pendant que je monterais dans le prochain jet privé pour la Suisse afin de ramener mon fils à la maison. Mais si vous croyez que c'est ainsi que la justice fonctionne réellement en Amérique, alors vous n'avez jamais fait la guerre à un milliardaire qui a le dos au mur. Quand vous êtes pauvre et que vous commettez un crime, le système vous engloutit entièrement avant même que vous ayez la chance de vous expliquer. Mais quand vous êtes un capitaliste blanc fortuné avec 30 millions de dollars d'honoraires juridiques et des sénateurs des États-Unis sur votre numérotation rapide, le système judiciaire n'est pas une prison. C'est juste une négociation. Au moment où le soleil s'est levé le lendemain matin, Preston avait déjà assemblé une équipe de gestion de crise qui ressemblait à un gouvernement de l'ombre. Il ne s'est pas rendu. Il n'a pas avoué. Il a joué la seule carte qui lui restait, et il l'a jouée avec une précision terrifiante. Il a utilisé sa richesse comme une arme pour réécrire complètement le récit. Avant même que le FBI puisse traiter les mandats d'arrêt internationaux, les avocats puissants de Preston ont déposé une injonction d'urgence devant un tribunal fédéral. Ils ont prétendu que tout l'appel vidéo était un canular élaboré et malveillant. Ils ont fait venir des experts en technologie très bien payés pour témoigner que l'agent fédéral à l'écran n'était rien de plus qu'un deepfake sophistiqué généré par intelligence artificielle. Ils ont soutenu que j'étais une mère en deuil et psychotique qui avait subi une rupture schizophrène totale avec la réalité après la noyade tragique de mon fils. Selon ces avocats, mon temps passé en isolement sur la montagne avait complètement brisé mon esprit, me conduisant à pirater ses comptes, à fabriquer des documents financiers et à mettre en scène une intrusion violente à domicile. Et la partie la plus dévastatrice n'était pas les avocats coûteux ou les juges corrompus qui validaient les injonctions. La partie la plus dévastatrice était ma propre famille l'aidant à construire le cercueil dans lequel ils prévoyaient de m'enterrer. Ma mère, Evelyn, et ma sœur, Vanessa, ont toutes deux signé des déclarations sous serment attestant, sous peine de parjure, que j'avais un long historique non documenté de maladie mentale grave. Ma propre mère a déclaré officiellement devant le tribunal que j'étais un danger pour moi-même et pour les autres et que Preston n'avait été qu'un oncle généreux et aimant, essayant désespérément de me procurer une aide psychiatrique. Elles ont vendu leurs âmes sur du papier à en-tête officielle du gouvernement juste pour protéger l'homme qui payait pour leur mode de vie de luxe. Grâce à leurs témoignages et à cause des lois bancaires et de confidentialité notoirement strictes en Suisse, Preston a réussi à enliser le FBI dans une bureaucratie sans fin. Les autorités internationales ont exigé des preuves concrètes avant de perquisitionner un établissement privé haut de gamme rempli des enfants des élites mondiales. Preston s'est acheté exactement ce dont il avait besoin. Il a acheté du temps.
Il a temporairement bloqué le raid, protégeant l'orphelinat derrière un mur d'immunité diplomatique et d'avocats d'entreprise. J'ai été forcé de rester dans une maison sécurisée fédérale, regardant l'homme qui a volé mon enfant sortir d'un tribunal aux nouvelles du soir, complètement intouchable. C'était une démonstration brutale et écœurante de la façon dont la corruption fonctionne au grand jour. Le système juridique est essentiellement une route à péage. Si vous avez assez d'argent, les portes s'ouvrent et vous pouvez rouler sur n'importe qui sur votre chemin. Preston se tenait devant les caméras en costume sur mesure, ressemblant à l'image même de l'innocence endeuillée. Il a dit aux journalistes que son cœur était brisé pour sa belle-sœur mentalement instable, et qu'il ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas reçu l'intervention médicale dont elle avait si désespérément besoin. Mais pendant qu'il souriait pour les caméras, à huis clos, son empire brûlait encore. Son fonds spéculatif s'effondrait encore. Les investisseurs milliardaires qui avaient assisté à son dîner du dimanche en avaient vu assez pour être effrayés, et ils demandaient tranquillement le remboursement de leur capital. Les millions qu'il avait initialement blanchis par le biais de la fausse association caritative ne suffisaient pas à couvrir l'énorme trou béant dans ses comptes des îles Caïmans. Il avait besoin d'un afflux massif d'argent, et il en avait besoin immédiatement, ou la SEC finirait inévitablement par mettre en pièces ses actifs restants. Preston a réalisé que jouer la défense n'allait pas le sauver. Alors, dans un acte d'une brillance sociopathe pure et non adultérée, il a joué une carte inversée massive. Si tout le monde le regardait, il a décidé de leur donner exactement ce qu'ils voulaient voir. Il a décidé de doubler la mise sur le mensonge qu'il était le sauveur ultime. 3 jours seulement après que je me suis échappé de son manoir, des invitations élégantes gaufrées alors ont été remises en main propre aux 1% des plus riches de New York et de Washington. Preston a annoncé qu'il organisait le gala inaugural Daniel Hope. C'était un événement caritatif somptueux dédié à la collecte de fonds pour une force opérationnelle mondiale nouvellement créée afin de retrouver les enfants disparus. Il utilisait en fait le nom de l'enfant qu'il avait kidnappé pour organiser un faux gala de charité. Il appelait son réseau de milliardaires blancs, de politiciens et de cadres d'entreprises à ouvrir leur carnet de chèques et à faire don de sommes massives d'argent pour nettoyer son image publique. Il l'a présenté comme un hommage magnifique et émotionnel à son tragique neveu. Mais je savais exactement ce qu'était vraiment ce gala. C'était une opération de blanchiment d'argent sophistiquée déguisée en philanthropie de la haute société. Les dons allaient être canalisés directement dans son fonds spéculatif défaillant pour le garder hors de la prison fédérale. Il utilisait la disparition de mon fils pour sauver sa propre peau, paradant la tragédie de ma famille devant l'élite pour extraire des millions de dollars de dons non imposés. Il pensait avoir complètement surpassé tout le monde. Il pensait que le FBI était désespérément paralysé par la bureaucratie internationale. Il pensait que je me cachais dans une maison sécurisée, trop terrifié par ses avocats et ses équipes de sécurité pour jamais montrer mon visage en public. Il croyait sincèrement que son argent avait construit une forteresse impénétrable autour de lui. Il a oublié que c'était moi qui lui avais appris à cacher de l'argent en premier lieu. Je ne suis pas resté assise dans cette maison sécurisée fédérale à pleurer. Je n'ai pas attendu que les tribunaux internationaux traitent leurs documents. J'ai ouvert mon ordinateur portable, craqué mes articulations et me suis mis au travail sur le serveur sécurisé de l'hôtel. Preston voulait organiser une fête pour l'élite. Il voulait faire un spectacle, alors j'ai décidé qu'il était temps de lui offrir un grand final qu'il n'oublierait jamais, jamais. L'invitation que Preston a envoyée à l'élite de la ville précisait une tenue de soirée. C'était censé être une soirée d'élégance sombre, un rituel de deuil de la haute société dégoulinant de diamants et de fausses sympathies. Il voulait une mer de smoking noir et de robes de soirée sombre pour encadrer parfaitement son récit de héros tragique. Alors je leur ai donné exactement ce à quoi ils ne s'attendaient pas. J'ai choisi une robe de la couleur du sang frais. C'était une soie rouge profonde et sombre qui balayait le sol. Une robe qui ne demandait pas de pitié, elle exigeait une attention absolue. C'était la couleur de la rétribution. Quand ma voiture noire est arrivée devant la grande entrée de l'hôtel de luxe à Manhattan, le tapis rouge grouillait déjà de médias locaux et de photographes de la haute société. Preston s'était assuré d'inviter la presse. Il voulait que sa rédemption philanthropique soit diffusée au monde entier. Je suis sorti du véhicule dans l'air glacial de la nuit, la soie lourde de ma robe traînant derrière moi. Je ne ressemblais pas à la femme brisée et schizophrène des montagnes que les avocats de Preston avaient décrite devant le tribunal fédéral. Je ressemblais à une femme qui possédait le bâtiment. J'ai dépassé les cordes en velours, me déplaçant avec une grâce lente et délibérée. Les lourdes portes en laiton de la grande salle de bal se sont ouvertes et je suis entré.
L'espace était à couper le souffle par son opulence, complètement transformé par des millions de dollars d'argent volés. Il y avait des compositions florales imposantes de roses blanches, des lustres en cristal massif jetant une lueur dorée chaude, et des serveurs en gants blancs circulant avec des plateaux en argent de champagne coûteux. La salle était remplie des milliardaires blancs, politiciens et mondains les plus puissants de la ville. Au moment où j'ai franchi le seuil, la dynamique de toute la pièce a changé. Cela a commencé par quelques chuchotements près de l'entrée. Puis les têtes ont commencé à se tourner. Le bavardage est lentement mort, remplacé par une onde de silence choqué qui s'est propagée à travers la salle de bal comme une vague. Ils m'ont reconnu des reportages. On leur avait dit que j'étais enfermé dans un service psychiatrique, complètement hors de moi à cause du chagrin. Pourtant, j'étais là, me tenant droite, rayonnant d'un calme mortel et glaçant. À travers la pièce, Vanessa et maman Evelyne m'ont repéré. Je pouvais voir le moment exact où leurs cœurs sont tombés dans leurs estomacs. Vanessa portait une robe en velours noir sur mesure dégoulinant d'émeraude qui avait sans aucun doute été achetée avec les fonds destinés à retrouver mon fils. Ma mère était vêtue d'un tailleur en soie bleu marine foncé, jouant le rôle de la matriarche digne et en deuil. La panique pure sur leur visage était absolument inestimable. Elles ont immédiatement abandonné leur conversation avec un sénateur d'État influent et ont commencé à marcher vers moi, leurs talons au cliquant désespérément contre le sol en marbre poli. Elles essayaient de m'atteindre avant que quiconque d'autre ne puisse le faire, désespérées d'intercepter la bombe avant qu'elle n'explose au milieu de leur mascarade parfaite de la haute société. Je n'ai pas arrêté de marcher. J'ai glissé sur le sol, les yeux fixés droit devant, les forçant à m'intercepter en plein milieu de la salle de bal bondée. « Que fais-tu ici ?» a sifflé Vanessa, attrapant mon bras et essayant de me traîner physiquement vers une sortie latérale. Sa voix était un murmure frénétique et terrifié. « Comment as-tu passé la sécurité ? Tu dois partir tout de suite avant que Preston ne te voie. » Ma mère s'est placée directement devant moi, son visage se tordant en un masque de haine pure et venimeuse. Elle a gardé son dos tourné à la foule, essayant de protéger notre confrontation des invités qui nous observaient. « Es-tu complètement folle ?» a craché ma mère, sa voix vibrant d'une rage réprimée. « Ne cause pas de problème ici, espèce de folle. Tu n'appartiens pas à ce monde. Nous avons dit au juge que tu étais dans un hôpital. Si tu gâches cette soirée pour Preston, il te fera arrêter et te jettera dans une cellule capitonnée pour le reste de ta misérable vie. » J'ai regardé la main que Vanessa avait enroulée autour de mon bras. Je ne me suis pas dégagé. J'ai juste fixé ses doigts jusqu'à ce qu'elle les lâche nerveusement. Je n'ai pas discuté avec elle. Je n'ai pas crié ou créé la scène hystérique dont elles étaient si désespérément terrifiées. J'ai simplement tendu la main et pris une flûte de champagne en cristal sur le plateau en argent d'un serveur qui passait. J'ai pris une gorgée lente et élégante, laissant les bulles coûteuses éclater contre ma langue. J'ai regardé par-dessus l'épaule de ma mère et j'ai vu un photographe d'un magazine de société majeure pointant son appareil photo avec un flash massif directement vers nous. « Souris, maman » ai-je chuchoté, gardant ma propre expression agréablement brillante et parfaitement composée. La presse observe la grand-mère en deuil. Tu ne veux pas qu'il pense que tu te bats avec la mère de l'enfant disparu, n'est-ce pas? Ma mère s'est figée. Elle a lentement tourné la tête et a vu l'objectif de l'appareil photo pointé droit sur elle. Le piège était tendu, et il était absolument inéluctable. Si elle faisait une scène et essayait de me faire expulser, les médias captureraient chaque seconde de cela. Le récit de la famille Elling-Uni serait instantanément détruit. Elle était acculée par l'image publique même qu'elle vénérait. Instantanément, le rictus venimeux a disparu de son visage. Il a été remplacé par un sourire forcé, tendu et incroyablement douloureux. Elle s'est retournée vers le photographe, enroulant un bras rigide autour de ma taille et prétendant embrasser sa tragique fille. Vanessa l'a rapidement imité, affichant un sourire paniqué et tremblant pour les ampoules clignotantes. Elles étaient piégées dans leurs propres mensonges, forcées de me parader dans la salle de bal comme une invitée d'honneur pour maintenir leur fragile illusion. « Tu vas payer pour ça, Nia » a marmonné Vanessa à travers ses dents serrées, gardant son sourire pour les caméras. « Dès que les discours seront terminés, mon mari va te détruire. » « Nous verrons bien à ce sujet, ai-je répondu doucement, prenant une autre gorgée de mon champagne. Un silence soudain est tombé sur la foule alors qu'un projecteur perçait l'éclairage tamisé, illuminant la scène massive à l'avant de la salle de bal. Le quatuor à cordes a cessé de jouer. Un écran numérique massif derrière la scène a pris vie,
affichant une photographie magnifiquement éditée et déchirante de mon fils, Daniel. Les mots « La Fondation Daniel Hope » brillaient dans une élégante lettre dorée sous son visage souriant. Preston est monté sur scène, s'approchant du podium en verre élégant. Il ressemblait à l'épitome absolu de la grâce d'entreprise et de la dévotion caritative. Il portait un smoking noir parfaitement ajusté. Son expression était sérieuse, respectueuse et parfaitement calculée pour extraire un maximum de sympathie et un maximum de capital du public. Il a ajusté le microphone, regardant sur la mer de généreux donateurs. « Mesdames et messieurs », a commencé Preston, sa voix résonnant à travers le système de son de pointe. C'était fluide, autoritaire et imprégné juste de la bonne quantité de tristesse pratiquée. Merci à tous d'être ici ce soir. Nous sommes réunis non seulement pour pleurer une tragédie, mais pour allumer un phare d'espoir dans les temps les plus sombres. Il y a 2 ans, ma famille a subi une perte inimaginable. Mon neveu Daniel nous a été enlevé bien trop tôt. Il a fait une pause, baissant légèrement la tête. Quelques femmes dans le public ont effectivement tamponné leurs yeux avec des mouchoirs coûteux. L'hypocrisie était si épaisse qu'elle était étouffante. Voici l'homme qui avait drogué et kidnappé un garçon de 10 ans, se tenant sur une scène et utilisant le visage de cet enfant pour solliciter des millions de dollars auprès de ses amis milliardaires. Mais à partir de cette obscurité profonde, nous avons décidé de bâtir un héritage, a poursuivi Preston, relevant la tête et regardant directement la foule avec une détermination feinte et renouvelée. Ce soir, je suis incroyablement fier d'annoncer le lancement officiel de la Fondation Daniel Hope. Grâce aux promesses de dons initiales de beaucoup d'entre vous dans cette salle, nous avons déjà garanti un fonds de charité de 10 millions de dollars. Ce capital sera déployé mondialement pour aider les forces de l'ordre et les agences privées à ramener les enfants disparus dans leurs familles. La salle de bal a éclaté en un tonnerre d'applaudissements enthousiastes. Les élites fortunées applaudissaient un monstre, totalement aveugle au fait qu'elle finançait un programme de blanchiment d'argent massif et désespéré, conçu pour couvrir ses échecs financiers catastrophiques. Ma mère et Vanessa ont applaudi avec la foule, me jetant des regards nerveux pour voir comment je réagirais. Elles s'attendaient à ce que je m'effondre. Elles s'attendaient à ce que je crie sur la scène et le traite de menteur, donnant à la sécurité l'excuse parfaite pour m'entraîner discrètement vers la sortie. Mais je suis resté là, dans ma robe rouge foncé, la couleur de la vengeance, parfaitement illuminée par l'éclat des projecteurs de la scène. J'ai levé ma flûte en cristal de champagne vers la scène, offrant un toast silencieux et moqueur à l'homme qui pensait avoir été plus malin que le monde entier. Que la fête commence. J'ai posé ma flûte en cristal sur le bord du plateau d'argent d'un serveur qui passait. Je suis resté parfaitement immobile au centre de la salle de bal bondée, sentant comme si le monde entier tournait autour de moi dans une orbite lente et dramatique. Le projecteur restait agressivement concentré sur la scène, baignant Preston dans une lueur angélique et héroïque. Chaque mot sortant de sa bouche était un mensonge méticuleusement élaboré, conçu pour extorquer un maximum de sympathie et un maximum de capital. J'ai écouté alors qu'il baissait la voix vers un murmure doux et émotionnel, manipulant habilement l'acoustique de la salle. Il a parlé de la douleur atroce d'une famille déchirée par la tragédie. Il a décrit les vents glacés des montagnes, les équipes de recherche épuisantes et le désespoir écrasant d'une chambre restée vide. Il s'est dépeint comme le patriarche infatigable, l'homme qui avait maintenu sa femme et sa belle-mère unies lorsque leur monde s'est effondré. Il livrait la performance de sa vie. En regardant autour de la salle de bal, je pouvais voir le sortilège absolu qu'il avait jeté sur l'audience d'élite. Des mondaines fortunées essuyaient leurs larmes. Des banquiers d'affaires impitoyables hochaient la tête avec un respect solennel. À ma droite, j'ai vu ma mère et Vanessa regarder la scène avec une fierté sincère. Elles étaient totalement enivrées par le pouvoir et le prestige du moment. Elles pensaient que le pire était passé. Elles pensaient avoir survécu à ma petite rébellion et assuré leur pantouse à Miami ainsi que leur voiture de luxe pour le reste de leur jour. Mais pendant que Preston était occupé à jouer les saints, j'ai plongé la main dans ma pochette en soie rouge foncé, mes doigts entourant le métal lisse et froid de mon téléphone portable. Je n'avais pas besoin d'une installation informatique massive ou d'une équipe de pirates informatiques pour mettre son empire à genoux. J'étais une ancienne auditrice judiciaire pour le Federal Bureau of Investigation. Toute ma carrière était basée sur le démantèlement de structures financières complexes, le contournement de pare-feu d'entreprises et la découverte d'empreintes numériques que des hommes arrogants comme Preston pensaient avoir réussi à effacer. Plus tôt dans la soirée, alors que j'étais assise dans la maison sécurisée fédérale, je n'avais pas seulement organisé mes preuves. J'avais écrit un script exécutable personnalisé,
un logiciel malveillant hautement spécialisé conçu spécifiquement pour le réseau invité non sécurisé de cet hôtel de luxe. Au moment où je suis entré dans le hall, mon téléphone s'était automatiquement connecté au Wi-Fi. Il a fallu moins de 3 minutes pour que mon script pénètre silencieusement le système de contrôle audiovisuel de l'hôtel. J'avais un accès complet et illimité à chaque écran numérique, chaque haut-parleur et chaque projecteur du bâtiment. J'ai déverrouillé mon téléphone sous le couvert de ma pochette. L'écran luisait faiblement, affichant un seul bouton d'exécution rouge clignotant sur un fond noir. Preston a levé les mains, faisant un geste vers l'écran numérique géant derrière lui qui affichait le visage souriant de mon fils. Et ainsi, a-t-il déclaré, sa voix montant en un crescendo triomphant, nous vous demandons d'ouvrir vos cœurs et vos portefeuilles ce soir. Chaque dollar que vous donnez à la Fondation Daniel ira directement pour ramener les enfants disparus aux familles qui les aiment. Merci, et que Dieu vous bénisse tous. La salle de bal a éclaté dans une nouvelle salve d'applaudissements assourdissants. J'ai levé les yeux vers lui, mon pouce planant au-dessus de l'écran de mon téléphone. J'ai pensé à mon fils de 10 ans assis dans une pièce stérile en Suisse, terrifié et seul, dépouillé de son vrai nom. J'ai pensé au somnifère que ma propre mère avait glissé dans ma poche il y a à peine 24 heures. J'ai appuyé sur le bouton. L'exécution fut instantanée. L'écran numérique massif derrière Preston, celui affichant la bannière tragique et héroïque de la fausse fondation, a violemment bugué. L'image de mon fils s'est déformée en une vague de parasites irrégulières, accompagnée d'un éclat sonore strident et grinçant qui a explosé à travers les haut-parleurs de la salle de bal. Les invités fortunés se sont bouchés les oreilles, les applaudissements mourant instantanément. Les majestueux lustres en cristal au-dessus de nous ont scintillé 2 fois, puis ont faibli de manière significative, plongeant la pièce dans une obscurité dramatique, semblable à celle d'un théâtre. Preston a tapoté le microphone, l'air agacé. Il a jeté un coup d'œil hors de la scène vers l'équipe technique de l'hôtel, supposant que quelqu'un avait simplement trébuché sur un câble d'alimentation. Puis l'écran géant derrière lui a repris vie, mais il n'affichait plus de logo caritatif. L'écran entier était complètement inondé par un fond rouge sang éclatant et agressif. En texte blanc massif et tranchant, des relevés bancaires hautement classifiés ont commencé à défiler sur l'écran à un rythme rapide. Ce n'étaient pas des résumés caviardés. C'étaient des registres bancaires offshore bruts, non édités. J'avais surligné les détails les plus accablants en jaune néon vif. L'écran affichait clairement les numéros de routage exacts du compte de dons principal de la Fondation Daniel Hope. À côté, un graphique animé traçait une ligne épaisse et indéniable montrant l'argent s'écoulant directement du fonds de charité, contournant complètement toute agence de recherche opérationnelle et se déposant directement dans une société écran enregistrée aux îles Caïmans. Le nom sur le compte aux îles Caïmans clignotait en lettres massives sur l'écran, Preston Vance Holdings. Sous cela, une deuxième colonne de données apparaissait détaillant les pertes catastrophiques du fonds spéculatif de Preston. L'écran affichait des appels de marge, des prêts en défaut et un déficit de 80 millions de dollars. Le récit était explicité en mathématiques financières indiscutables. Il était complètement ruiné, et il utilisait leurs dons caritatifs pour couvrir ses dettes illégales massives. Un silence profond et à couper le souffle a paralysé la salle de bal. Personne ne bougeait. Les magnats et les politiciens fixaient l'écran rougeoyant, leurs brillants esprits financiers traitant rapidement la preuve indéniable de la fraude électronique massive se déroulant juste sous leurs yeux. Puis la deuxième phase de mon logiciel malveillant s'est déclenchée. Je n'avais pas seulement piraté les écrans de l'hôtel, j'avais transformé la liste d'invités numériques du gala en arme. J'avais couplé les coordonnées de chaque milliardaire dans la pièce avec le réseau de l'hôtel, transformant effectivement la salle de bal en un système de diffusion en circuit fermé. Tout à coup, une vague de sons synchronisés a balayé la pièce. Des centaines de téléphones portables ont commencé à vibrer, biper et sonner à la même seconde. C'était une symphonie chaotique et terrifiante de notifications. Des hommes en smoking et des femmes en robe de bal sortaient frénétiquement leurs appareils de leurs poches et de leurs pochettes. J'avais envoyé un transfert de données massif et crypté directement sur leur téléphone. C'était un document PDF personnalisé pour chaque invité ayant déjà promis de l'argent. Lorsqu'ils ont ouvert le fichier, ils ont vu leur propre nom, leur propre numéro de compte bancaire et l'horodatage exact du moment où leurs dons soi-disant caritatifs ont été balayés vers les comptes offshore de Preston. Le choc n'a duré que quelques secondes avant de se muer en une rage pure et explosive. Ce n'étaient pas des gens habitués à se faire arnaquer. C'étaient des prédateurs au sommet du monde financier, et ils venaient de réaliser qu'ils étaient utilisés comme tirelires par un amateur désespéré et en échec.
La salle de bal a éclaté dans un chaos absolu. Un magnate de l'immobilier de premier plan debout près du premier rang a jeté son verre de champagne sur le sol en marbre, le brisant. Il a pointé un doigt tremblant et furieux directement vers Preston. « Vous avez volé ma famille », a-t-il rugi au-dessus du brouhaha montant de la foule. « Vous avez blanchi mon argent. » Un sénateur des États-Unis, l'homme même que Preston s'était vanté de contrôler, reculait déjà vers la sortie avec son téléphone pressé contre son oreille, criant à son équipe de gestion de crise de geler immédiatement toutes les associations avec l'entreprise de Preston. Les magnats se criaient les uns aux autres. Les investisseurs exigeaient agressivement le remboursement de leur capital, et les photographes de la haute société qui avaient été embauchés pour couvrir un événement caritatif prenaient maintenant frénétiquement des photos du milliardaire en pleine chute et des relevés bancaires rouges éclatants. Derrière lui, les flashs stroboscopaient comme des éclairs à travers la pièce. Ma mère et Vanessa étaient complètement entourées par des invités furieux et hurlants. Vanessa semblait sur le point d'être physiquement malade. Le collier d'émeraude qu'elle portait ressemblait soudain à un nœud coulant autour de son cou. Ma mère essayait frénétiquement de reculer, les mains levées en signe de défense, son image soigneusement façonnée de matriarche digne brûlant devant les appareils photo. Sur scène, Preston se décomposait visiblement. La couleur avait complètement quitté son visage, laissant sa peau d'un gris maladif et cendré. Il regardait l'écran massif derrière lui, les yeux écarquillés par une horreur paralysante alors que ses secrets financiers les plus profonds et les plus sombres étaient diffusés aux personnes les plus puissantes d'Amérique. Il agrippait les bords du podium en verre, ses jointures devenant d'un blanc éclatant. Il s'est penché vers le microphone, sa voix se brisant de désespoir pur alors qu'il essayait de parler par-dessus la foule rugissante et furieuse. « Écoutez-moi » a hurlé Preston, sa voix résonnant de façon stridente à travers les haut-parleurs. C'est une cyberattaque. Tout ceci est complètement fabriqué. Il a cherché frénétiquement dans la foule, ses yeux sauvages balayant la mer de visage en colère jusqu'à ce qu'il se verrouille enfin sur ma robe rouge foncé. J'étais la seule personne dans la pièce à rester parfaitement immobile, regardant sa destruction avec une sérénité absolue. Preston a pointé un doigt tremblant directement vers moi. Son visage s'est tordu d'une panique brute et incontrôlée. « C'est elle qui a fait ça », a-t-il beuglé dans le microphone, sa voix complètement dépourvue de son charme sophistiqué habituel. « Regardez-la. C'est le travail d'une femme psychotique. C'est de la diffamation par une mère dérangée. Rien de tout cela n'est réel. Elle est folle. Elle a perdu son fils et elle essaie de détruire ma vie. Je n'ai pas élevé la voix pour lui crier dessus. Je n'en avais pas besoin. » Le milliardaire en sueur et frénétique debout sur la scène faisait un travail parfait pour détruire sa propre crédibilité. Je me suis calmement détourné de son doigt pointé et j'ai marché vers le bord de la scène. La foule en colère et paniquée de magnats et de mondaines s'est immédiatement écartée pour moi, s'éloignant comme si j'étais de la royauté. Un maître de cérémonie terrifié se tenait près des marches avant de la scène, serrant un microphone sans fil contre sa poitrine comme un bouclier. J'ai tendu la main et doucement pris le microphone juste des mains tremblantes de cet homme. Preston a cessé de crier. Il m'a fixé du regard, la poitrine haletante, son smoking coûteux ressemblant soudain à une camisole de force. J'ai tapoté le microphone une fois. Le bruit sourd, lourd et net a résonné parfaitement à travers le système audio de l'hôtel, coupant immédiatement les cris chaotiques de la salle de bal. Preston veut me traiter de mère dérangée, ai-je dit, ma voix projetant une assurance fluide et régulière, complètement dépourvue de la panique dans laquelle il était en train de se noyer. Il veut que vous croyiez que les relevés bancaires qui brillent actuellement sur cet écran massif sont les hallucinations élaborées d'une femme en deuil. Il est désespéré que vous vous concentriez sur l'argent parce qu'il sait que l'argent est le crime le moins offensant qu'il ait commis. J'ai lentement parcouru la longueur de la scène, m'assurant que chaque objectif de caméra dans la pièce était concentré directement sur moi. Vous êtes tous incroyablement en colère à propos de votre argent, ai-je continué, balayant du regard la foule d'investisseurs furieux, et vous avez absolument raison de l'être. Vous avez été arnaqué. Vous avez été utilisé pour boucher les fuites d'un navire financier en train de couler. Mais je ne me soucie pas de vos comptes offshore. Je ne me soucie pas de son fonds spéculatif. Je me soucie seulement du petit garçon de 10 ans dont le nom a été utilisé pour vous voler. J'ai cessé de faire les 100 pas et j'ai regardé directement Preston. Il agrippait le podium en verre si fort que j'ai cru qu'il pourrait se briser sous ses mains. Lorsque vous passez une décennie à mener des enquêtes médico-légales pour le Federal Bureau of Investigation, ai-je dit,
en m'assurant que mon ton était tranchant comme un rasoir, vous apprenez à ne jamais entrer dans un environnement hostile sans une police d'assurance. Dimanche dernier, quand je suis entré dans votre magnifique manoir pour poser des questions sur mon fils, je ne suis pas venu les mains vides. Je portais un appareil d'enregistrement audio haute fidélité personnalisé intégré dans le bouton supérieur de mon manteau. Preston a reculé physiquement. Ses yeux se sont agrandis jusqu'à la taille de soucoupe. Les dernières gouttes de sang restantes ont complètement quitté son visage. Vous voyez, ai-je expliqué à la salle de bal complètement silencieuse, Preston a passé toute sa vie à porter un masque. Il porte le masque de l'élite blanche sophistiquée et charitable. Il a utilisé sa richesse et ses privilèges pour s'acheter une place dans ma famille, traitant ma mère et ma sœur comme des animaux de compagnie exotiques qu'il pouvait contrôler avec des sacs à main de marquer de l'immobilier de luxe. Mais la semaine dernière, quand il pensait que personne d'autre n'écoutait, le masque a finalement glissé. J'ai plongé la main dans ma pochette rouge foncé et sorti mon téléphone. J'ai synchronisé le fichier audio directement avec le système de diffusion de l'hôtel d'un simple balayage de mon pouce. Je veux que vous entendiez tous exactement avec qui vous faites des affaires, ai-je annoncé. Je veux que vous entendiez le vrai Preston Vance. J'ai appuyé sur lecture. Le fichier audio était limpide, amélioré numériquement pour supprimer tout bruit de fond. Le son de Preston perdant son sang-froid dans son manoir a résonné à travers les haut-parleurs massifs de la salle de bal. L'enregistrement était si fort et si net, qu'il semblait qu'il se tenait juste à côté de chaque personne dans la pièce. D'abord est venu le bruit de verre brisé de l'enregistrement. Puis la voix de Preston a tonné depuis les haut-parleurs, dégoulinante de venin et de haine raciale. Vous, sangsues noires, vous êtes toutes exactement pareilles. Sa voix enregistrée crachait la méchanceté du ton, faisant plusieurs femmes fortunées au premier rang sursauter d'horreur. Vous entrez dans mon monde, vous prenez mon argent, vous vivez dans les maisons que j'achète et vous paradez dans les vêtements de marque que je paie. Vous me videz de ma substance, et ensuite vous avez la pure audace de questionner comment je la soutiens. Le Preston vivant debout sur la scène semblait sur le point de vomir. Il regardait frénétiquement vers la cabine audio, agitant les bras pour couper le son, mais l'équipe technique était entièrement exclue du système. L'enregistrement a continué, livrant le coup dévastateur final. Ma voix pouvait être entendue sur la bande, calme et régulière, lui demandant de dire la vérité sur ce qu'il avait fait à mon fils. Et puis est venue la confession qu'il enfermerait dans une cage fédérale pour le reste de sa vie. Oui, j'ai pris ce gamin, a crié la voix enregistrée de Preston, résonnant contre les lustres en cristal. Je l'ai pris parce qu'il se tenait juste entre moi et 50 millions de dollars de capital qui appartenaient à mes comptes. Votre grand-mère était une vieille femme rancunière et amère qui voulait me punir. C'était moi qui construisais l'héritage. Cet argent était à moi. La salle de bal était entièrement paralysée. Les donateurs fortunés qui venaient d'écrire des chèques à cet homme l'écoutaient maintenant admettre ouvertement avoir kidnappé un enfant pour un fonds en fiducie. L'enregistrement a atteint son paroxysme terrifiant. Ne fais pas comme si tu allais vraiment faire quelque chose à ce sujet, Nia, ricanait arrogamment le Preston enregistré. Que peux-tu me faire dans cette Amérique quand j'ai des sénateurs des États-Unis qui dînent avec moi à cette même table chaque semaine? Je possède les politiciens. Je possède les juges. Qui va croire une mère hystérique et en deuil? J'ai appuyé sur le bouton de mon téléphone, arrêtant la lecture. Le silence lourd et étouffant qui a suivi était plus puissant qu'un coup physique. L'illusion du capitaliste blanc intouchable était entièrement morte. Le masque n'était pas seulement fissuré, il était totalement oblitéré. Les photographes des médias, réalisant qu'ils étaient assis sur le plus gros scandale criminel de la décennie, sont entrés dans une frénésie complète. Les éclairs rapides et aveuglants de leurs appareils photo stroboscopaient à travers la pièce, capturant chaque goutte de sueur roulant sur le visage de Preston. Le dégoût absolu rayonnant de la foule était palpable. Ces milliardaires et politiciens étaient impitoyables, mais ils n'étaient pas des ravisseurs d'enfants. Ils regardaient Preston avec une répulsion pure et non diluée. Le sénateur des États-Unis, qui avait essayé de partir, s'est soudain tourné vers les journalistes, se distanciant bruyamment du monstre sur la scène, déclarant qu'il s'assurerait personnellement que le FBI s'occupe de cette enquête. Et puis les yeux furieux et dégoûtés de l'élite se sont tournés de la scène vers le centre de la pièce. Ils se sont tournés vers Vanessa et maman Evelyn. Ma sœur et ma mère étaient complètement piégées sous le projecteur éblouissant de la haine publique. Elles avaient soutenu cet homme. Elles l'avaient couvert.
Elles avaient porté les bijoux et conduit les voitures achetées avec l'argent du sang de leur propre chair et de leur propre sang. Vanessa s'est effondrée sur les genoux juste là, sur le sol en marbre poli, enterrant son visage dans ses mains et sanglotant hystériquement. Elle savait que sa vie de luxe était entièrement terminée, elle aurait de la chance d'éviter la prison fédérale. Maman Evelyne regardait frénétiquement autour d'elle, la poitrine haletante de panique. Elle a tendu la main vers une mondaine fortunée avec qui elle discutait quelques minutes plus tôt, cherchant du réconfort. Mais la femme a repoussé la main de ma mère avec un regard de dégoût physique absolu, reculant comme si ma mère était infectée par une maladie mortelle. La matriarche, qui ne se souciait que de la validation de la haute société, était maintenant officiellement la femme la plus méprisée de la pièce. J'ai reporté mon attention sur la scène. Preston faisait les 100 pas derrière le podium comme un animal piégé. Sa veste de smoking ajustée pendait à ses épaules. Sa cravate était de travers. Son visage était luisant d'une sueur froide et terrifiante. Son monde avait violemment basculé hors de son axe. Il avait perdu son argent. Il avait perdu sa réputation, et il venait de confesser publiquement une accusation fédérale de kidnapping devant tous les principaux organes de presse de l'État. Il a regardé les portes de sortie. Ils étaient complètement bloqués par des investisseurs furieux exigeant leur argent volé, et par les agents de sécurité de l'hôtel qui parlaient déjà frénétiquement dans leur radio pour appeler la police. Il n'y avait absolument aucune issue. Les jets privés, les comptes offshore, les faveurs politiques, plus rien de tout cela n'avait d'importance. Il a cessé de faire les 100 pas. Il a lentement tourné la tête et a fixé sur moi ses yeux sauvages injectés de sang. Quelque chose d'entièrement sombre et dérangé a craqué derrière ses yeux. Le gestionnaire de fonds spéculatifs calculateur avait disparu, remplacé par une bête désespérée, violente et acculée. Il a réalisé que sa vie parfaite était finie, et son esprit ne pouvait tout simplement pas assimiler l'effondrement total de son pouvoir. « Tu as tout gâché » a chuchoté Preston. Sa voix a été entièrement captée par le microphone sur le podium, portant une fréquence glaciale et mortelle. Avec une soudaine et terrifiante poussée de vitesse, Preston a violemment poussé le lourd podium hors de son chemin. Il s'est écrasé sur la scène, se brisant en morceaux massifs. Il a chargé en avant, sprintant directement vers le bord de la scène où je me tenais. Des cris ont éclaté au premier rang. La foule a violemment reflué en arrière, les gens se piétinant les uns les autres dans une tentative désespérée de s'éloigner de lui. Preston a sauté de la scène, atterrissant lourdement sur le sol de la salle de bal à quelques pieds de moi. Il a glissé sa main à l'intérieur de son gilet de smoking sur mesure. Lorsqu'il a ressorti sa main, les lumières de la salle de bal ont capté l'éclat terne et lourd d'une arme de poing dissimulée. Il a levé l'arme d'une main tremblante, avançant et visant le canon directement sur ma tête. « Je te tuerai avant d'aller en prison. » J'ai regardé droit dans le canon sombre et creux de l'arme. La salle de bal autour de moi s'est dissoute dans un pandémonium absolu. Des femmes en robe de créateur hurlaient, abandonnant leurs pochettes en diamant alors qu'elles plongeaient sous les tables. Des hommes puissants, les titans de Wall Street et de Capitol Hill, se bousculaient, se frayant un chemin vers les issues de secours dans une panique aveugle et pathétique. Mais je n'ai pas bougé d'un muscle. Je n'ai pas fermé les yeux. J'ai regardé au-delà de l'arme et j'ai plongé mon regard directement dans les yeux terrifiés et injectés de sang de Preston. Il tremblait si violemment qu'il pouvait à peine garder l'arme pointée sur mon front. Je savais qu'il était un lâche. C'était un homme qui se cachait derrière des avocats d'affaires coûteux, des comptes bancaires offshore et le bouclier impénétrable de sa richesse blanche. Il payait toujours d'autres personnes pour faire son sale boulot. Il a payé un orphelinat suisse exclusif pour cacher un enfant kidnappé. Il a payé ma mère pour fermer les yeux et trahir son propre sang. Appuyé lui-même sur la gâchette, ici même devant des centaines de témoins et tout le corps de presse de New York, exigeait un genre de courage physique impitoyable que Preston ne possédait tout simplement pas. Mais il n'a jamais eu la chance de faire ce choix. Avant même que son doigt tremblant ne puisse presser la détente, un son semblable à une bombe explosant a résonné depuis le fond de la pièce. Les énormes et lourdes portes en laiton de la grande salle de bal ne se sont pas seulement ouvertes, elles ont été violemment soufflées vers l'intérieur. Le bois lourd et le métal se sont écrasés contre les murs de marbre avec un craquement explosif et assourdissant qui a figé toute la pièce. Des dizaines d'agents fédéraux en tenue tactique complète se sont déversés dans la pièce comme une marée sombre et inarrêtable. Ils se déplaçaient avec une précision terrifiante et synchronisée. Leurs fusils d'assaut levés, balayant la foule paniquée en quelques secondes.
Des viseurs laser rouges découpaient l'air poussiéreux et chaotique, convergeant instantanément sur la scène et se verrouillant directement sur la poitrine de Preston. « Ne bougez pas », une voix a tonné dans un mégaphone, faisant trembler les fondations même de l'hôtel. « Lâchez l'arme tout de suite. Posez-la ou vous serez abattu. » Preston s'est figé. L'illusion de son pouvoir absolu était enfin et définitivement brisée. Il a regardé les sèmes d'agents fédéraux lourdement armés avançant vers lui sous tous les angles, et l'arme de poing a glissé de ses doigts en sueur. Elle a heurté le sol en marbre avec un lourd cliquetis métallique, glissant sans faire de mal vers le bord de la scène. En un clin d'œil, 3 agents tactiques ont bondi sur la scène. Ils ont frappé Preston avec la force d'un train de marchandises, projetant le milliardaire face contre terre dans le verre brisé de son propre podium. Son smoking sur mesure coûteux s'est déchiré au niveau des coutures alors qu'il lui ramenait violemment les bras derrière le dos. Le clic sec et définitif des menottes en acier a résonné dans le microphone en direct qui traînait encore sur le sol, diffusant sa capture à toute la salle de bal silencieuse. Le chaos dans la pièce s'est soudainement évaporé, remplacé par un silence lourd et stupéfait. Les magnats, les politiciens et les mondains ont lentement émergé de derrière les rideaux de velours et les tables de banquet. Ils fixaient avec un choc absolu le titan déchu traîné sur ses pieds par les agents fédéraux. Une traînée de sang coulait du nez de Preston sur sa chemise blanche immaculée. Il haletait, ses yeux parcourant frénétiquement la pièce, cherchant une issue qui n'existait plus. Mais ce qui a fait pousser un halètement collectif à toute la salle n'était pas la vue de la police, ce n'était pas le milliardaire saignant menotté. C'était le mouvement soudain à l'entrée principale. Les agents tactiques debout près des portes en laiton brisé se sont lentement écartés. Ils se sont séparés comme la mer Rouge pour laisser passer quelqu'un entrant dans la salle de bal. Une petite silhouette est sortie de derrière la ligne épaisse des boucliers balistiques de la police. Le souffle a complètement quitté mes poumons. Mon cœur a cessé de battre dans ma poitrine. Marchant sous la lumière éblouissante des lustres en cristal se trouvait un garçon de 10 ans. C'était Daniel. Il était plus grand que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient coupés un peu différemment, coiffés par des inconnus dans un pays étranger, et il portait une veste d'hiver bleu foncé élégante. Il a regardé autour de lui dans la salle immense et opulente, ses yeux écarquillés scrutant la foule d'inconnus riches, les caméras flashantes des médias et les gardes lourdement armés. Mais il n'avait pas l'air effrayé. Il ressemblait exactement à un garçon qui avait survécu à 2 ans d'enfer absolu et qui était enfin revenu pour reprendre sa vie. De l'autre côté de la pièce, Vanessa a laissé échapper un son qui était à moitié un halètement, à moitié un cri. Elle s'est couvert la bouche avec les 2 mains, ses yeux écarquillés par une terreur qui lui glaçait les os. Ma mère, Evelyne, s'est effondrée complètement contre un pilier de marbre. Ses jambes ont complètement lâché sous elle alors qu'elle fixait le fantôme vivant et respirant de son petit-fils. L'enfant qu'elle avait volontairement sacrifié pour un pantouse à Miami se tenait juste devant elle. La preuve indéniable de son avidité monstrueuse la regardait en retour. Daniel n'a pas regardé sa grand-mère. Il n'a pas regardé sa tante. Il a marché lentement dans l'allée centrale de la salle de bal, escorté en toute sécurité par 2 agents imposants du FBI qu'il avait ramenés de Zurich dans un jet gouvernemental. Il s'est arrêté juste au bord de la scène. Il a levé les yeux vers le milliardaire en sang et menotté qui était actuellement retenu par l'équipe tactique. Preston a regardé le garçon, son visage se tordant dans une horreur absolue et paralysante. L'équipe juridique coûteuse, la défense basée sur les deepfakes, les placements psychiatriques qu'il m'avait imposés, les milliards de dollars qu'il avait essayé de voler et tout cela était complètement inutile maintenant. La preuve physique venait juste d'entrer dans la pièce. La salle de bal était si calme que l'on pouvait entendre le léger bourdonnement électrique des lumières de la scène. Daniel a levé son petit bras. Il a pointé son index directement vers le visage de Preston. Sa voix a retenti, claire et assurée, portant à travers la salle silencieuse sans avoir besoin de microphone. Oncle Preston m'a injecté des somnifères dans la voiture il y a 2 ans, a dit Daniel. Ces mots étaient parfaitement articulés, tranchant l'air lourd comme un scalpel. Il m'a mis dans un avion et m'a dit que ma mère était morte. Les mots ont frappé la pièce comme une onde de choc physique. Les journalistes au fond sont devenus absolument fous. Leurs caméras ont commencé à flasher sans relâche, capturant le moment historique exact où le ravisseur d'enfants milliardaire était identifié par sa propre victime. Les riches donateurs qui venaient d'écrire des chèques à la fausse association caritative de Preston ont commencé à crier leur indignation, exigeant que les agents l'emmènent. La preuve indéniable et vivante des crimes monstrueux de Preston avait parlé.
L'issue était définitivement scellée. Il n'y avait pas d'avocat sur Terre qui puisse retourner cela. Je ne me souciais plus des caméras. Je ne me souciais plus de Preston, ni de l'argent volé, ni des agents fédéraux sécurisant le bâtiment. J'ai sprinté. J'ai traversé le sol en marbre poli, ma robe en soie rouge foncé flottant derrière moi. Les larmes que j'avais retenues pendant 2 années atroces coulaient enfin sur mon visage, brûlantes et complètement incontrôlables. Daniel a tourné la tête, ses yeux fixés sur les miens, et sa façade courageuse et stoïque a finalement craqué. « Maman » a-t-il crié, sa voix se brisant dans un soulagement pur et accablant. Il a couru vers moi. Je me suis laissé tomber à genoux juste au milieu de la salle de bal et j'ai passé mes bras autour de lui. L'impact de son petit corps se précipitant dans le mien a été la plus grande sensation que j'ai jamais connue dans toute ma vie. Je l'ai serré férocement contre ma poitrine, enfouissant mon visage dans son épaule, aspirant le parfum de sa peau. Sentant le battement régulier et magnifique de son cœur contre le mien, j'ai enroulé mes bras autour de lui comme une forteresse, l'enfermant dans mon étreinte, le serrant si fort que rien au monde ne serait plus jamais capable de me l'arracher. La chaleur du soleil matinal pénètre à travers les énormes baies vitrées de mon nouveau salon, projetant une lueur vive et dorée sur le canapé en velours moelleux où je suis assise en ce moment. Il n'y a plus d'ombre dans ma vie. L'isolement sombre et glacial de ce chalet de montagne semble remonter à une éternité. L'air dans ma maison sent le café frais et les bougies à la vanille douce qui brûlent sur la cheminée. Je regarde autour de moi ce sanctuaire magnifique et paisible que j'ai construit pour moi-même et mon fils, et je peux enfin respirer. La guerre est complètement terminée, et les monstres qui ont essayé de nous enterrer ont été entièrement consumés par le feu qu'ils ont allumé. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé au milliardaire qui pensait pouvoir acheter son innocence face à une accusation de kidnapping, laissez-moi vous assurer, le système judiciaire se déplace incroyablement vite lorsque les riches investisseurs blancs réalisent que leur argent a été volé. Preston Vance n'est pas rentré chez lui cette nuit-là. Sa demande de libération sous caution a été rejetée. Son armée d'avocats d'affaires coûteux, ceux qui avaient assuré avec confiance ses injonctions quelques jours auparavant, l'ont immédiatement lâché comme client dès que la SEC a gelé ses avoirs. Sans sa richesse pour le protéger, Preston a été soumis à toute la force brutale du gouvernement fédéral. Son procès a été un spectacle médiatique, mais il n'a pas duré longtemps. L'enregistrement audio de son manoir, les virements bancaires que j'ai exposés lors du gala et le propre témoignage déchirant de Daniel constituaient une montagne de preuves insurmontables. Le juge ne lui a montré aucune once de pitié. Preston a été reconnu coupable de kidnapping fédéral, de fraude électronique, d'extorsion et de blanchiment d'argent. Il a été condamné à 40 ans dans un pénitencier fédéral de sécurité maximale sans possibilité de libération conditionnelle. L'homme qui avait l'habitude de dîner avec des sénateurs des États-Unis et de boire des bouteilles de vin à $1000 porte maintenant une combinaison orange standard, mange de la nourriture de cafétéria atroce et dort sur un lit de camp fin. Son fonds spéculatif d'élite s'est complètement effondré du jour au lendemain. Son héritage a été totalement effacé du monde financier. Il passera le reste de sa vie naturelle enfermé dans une boîte en béton, entièrement oublié par la haute société qu'il a tout sacrifié pour impressionner. Vanessa a pensé qu'elle pourrait échapper au naufrage. Pendant le procès, elle a désespérément essayé de jouer le rôle de l'épouse terrifiée et obéissante. Elle a pleuré à la barre des témoins, affirmant que Preston l'avait manipulée et qu'elle n'avait absolument aucune idée que Daniel était enfermé dans une installation suisse. Mais le jury n'a pas cru à ses larmes. Mon témoignage, combiné au traceur GPS que j'avais placé sur son véhicule, a prouvé qu'elle était une participante volontaire et active au complot d'extorsion. Elle était montée sur cette montagne pour faire levier sur la vie de mon enfant en échange d'une signature. Le gouvernement fédéral a saisi absolument tout ce qu'elle possédait. Ses comptes bancaires ont été gelés. Le vaste manoir du Maryland a été saisi et vendu aux enchères pour rembourser les investisseurs que Preston avait escroqués. Et cette Lamborghini Urus jaune vif, le véhicule avec lequel elle s'était pavanée devant mon chalet, a été saisie au milieu de la nuit. J'ai en fait regardé les images de sécurité de la dépanneuse l'emmenant alors que Vanessa hurlait dans l'allée en pyjama. Elle a échangé son propre neveu contre une vie de luxe, et à la fin, elle a tout perdu. Elle a été condamnée à 7 ans de prison fédérale en tant que complice. Elle a échangé ses robes de créateur contre un uniforme, et elle passera le reste de sa jeunesse entourée des personnes même qu'elle avait l'habitude de mépriser. Mais la punition la plus profonde a été réservée à la femme qui a commis la trahison suprême du sang. Maman Evelyn n'a pas été inculpée pénalement pour le kidnapping, car elle n'avait pas participé activement à la logistique de l'enlèvement de Daniel,
mais elle n'a pas échappé à la ruine absolue de son propre fait. L'IRS a lancé une enquête massive sur ses finances, découvrant le transfert illicite d'1 demi-million que Preston avait utilisé pour rembourser ses dettes de jeu. Parce que l'argent était lié à la fraude électronique fédérale, le gouvernement a saisi chaque actif qu'elle possédait. Les riches mondaines qu'elle avait passé des décennies à essayer d'impressionner l'ont immédiatement lâché. Son nom est devenu complètement toxique dans notre communauté. Elle a été mise sur liste noire de chaque country club, ignorée lors des offices religieux du dimanche qu'elle dominait autrefois, et entièrement évitée par les membres de la famille qui avaient autrefois toléré son arrogance. Dépouillée de son argent, du soutien financier de sa fille et de son précieux statut social, ma mère a été violemment forcée de faire face à la réalité qu'elle craignait le plus. Elle a été expulsée de sa belle maison coloniale. N'ayant nulle part où aller et absolument personne disposé à l'accueillir, elle a dû emménager dans un minuscule complexe d'appartements délabrés de la section 8 de l'autre côté de la ville. La semaine dernière, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Quand j'ai répondu, j'ai immédiatement reconnu la voix frénétique et pleurante à l'autre bout de la ligne. C'était ma mère. Elle appelait depuis un téléphone jetable bon marché car elle ne pouvait plus se permettre un contrat de téléphonie mobile. Nia, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, sa voix se brisant dans une panique désespérée et pathétique. Tu dois m'aider. Le chauffage dans cet appartement est cassé, et le propriétaire refuse de le réparer. Je n'ai plus rien. Je mange dans des boîtes de conserve. S'il te plaît, je suis ta mère. J'ai fait une terrible erreur. Preston m'a trompé. J'essayais juste de protéger notre famille. S'il te plaît, pardonne-moi. Envoie-moi juste un peu d'argent. Laisse-moi venir voir Daniel. Je suis tellement désolé. Je me tenais dans ma cuisine chaude et magnifique à écouter la femme qui avait glissé des somnifères dans ma poche et m'avait dit de mourir pour son pantouse à Miami. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas triste. Je ne ressentais absolument rien pour elle. Le lien maternel avait été complètement et définitivement rompu. J'ai pris une profonde inspiration, gardant ma voix incroyablement calme et complètement dépourvue de toute émotion. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service, ai-je dit clairement dans le combiné. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, j'ai retiré le capot arrière et j'ai enlevé la carte SIM. J'ai cassé le petit morceau de plastique complètement en deux et je l'ai jeté dans la poubelle. J'ai acheté un nouveau téléphone avec un nouveau numéro ce même après-midi. Elle ne pourra plus jamais me joindre, moi ou mon fils. Elle vivra le reste de ses jours dans la pauvreté exacte qu'elle a passé toute sa vie à fuir, complètement seule, hantée par la famille qu'elle a détruite pour rien. Le coussin du canapé à côté de moi s'enfonce légèrement. Je tourne la tête et souris alors que Daniel grimpe à côté de moi. Il a 12 ans maintenant, fort, en bonne santé et souriant. Les ombres de la Suisse ont disparu de ses yeux. Il appuie sa tête contre mon épaule, et j'enroule mon bras autour de lui, le rapprochant. Il tient ma main fermement, ses doigts s'entremêlant avec les miens. Je regarde directement dans la caméra, en regardant droit vers vous tous qui avez suivi ce voyage. On dit que le sang est plus épais que tout. On vous dit que la famille est un lien que vous ne pourrez jamais briser, que vous devez pardonner aux personnes qui partagent votre ADN, peu importe à quel point elles vous coupent profondément. Mais c'est un mensonge conçu pour vous garder piégé. Le sang vous vendra pour une Lamborghini et un Pantouse. Le sang restera là à vous regarder vous noyer juste pour protéger sa propre réputation. La vraie famille, ce n'est pas la génétique. La vraie famille vous protège. La vraie famille se tient entre vous et le feu. J'ai dû devenir la méchante de leur histoire pour devenir l'héroïne de la mienne. Et je referais tout cela en un battement de cœur si cela signifiait garder mon fils en sécurité. Et vous, avez-vous déjà dû vous éloigner des personnes qui étaient censées vous aimer le plus? Avez-vous déjà dû brûler un arbre généalogique toxique pour en planter un nouveau? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis toutes. Ne laissez personne vous manipuler avec le mot famille. Vous êtes l'auteur de votre propre vie. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre écrire le scénario de votre vie. Continuez à vous battre, continuez à guérir et ne regardez jamais en arrière. La leçon la plus profonde que nous pouvons tirer de cette histoire est que les liens du sang ne garantissent pas automatiquement la loyauté, l'amour ou la protection. Nous sommes souvent conditionnés par la société à croire que nous devons pardonner et nous sacrifier pour les membres de notre famille, peu importe à quel point ils nous blessent. Cependant,
Cette histoire illustre puissamment que les personnes toxiques utiliseront l'arme du devoir familial pour vous manipuler à des fins égoïstes. La vraie famille est bâtie sur une fondation de respect mutuel, de sécurité et de soutien inébranlable. Quand les personnes qui sont censées vous protéger choisissent l'avidité et le statut plutôt que votre bien-être, vous avez tout à fait le droit de partir. Établir des limites fermes et couper les ponts avec des parents toxiques n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de préservation de soi profonde. Votre valeur n'est jamais définie par les personnes qui n'ont pas su vous aimer correctement. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de brûler les ponts dysfonctionnels de votre passé afin de pouvoir construire un avenir sûr, paisible et authentique pour vous-même et pour les personnes qui comptent vraiment. Si vous avez déjà dû quitter un environnement toxique pour protéger votre paix, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour entendre d'autres voyages stimulants.